Et c'est parti pour les hommes libres. Écoutez, les hommes libres, je ne l'ai pas regardé pour l'instant. Je viens juste de cliquer sur à propos parce que je me suis dit que c'était peut-être bien oulala, qu'on sache un peu de quoi. Il a fait un album. Pardon, qu'on sache un peu de quoi on parle. Déjà, on voit que c'est un genre de cow-boy. Il a l'air ténébreux. Il a la pilosité de Florent Pagny. Et ça, c'est bon, c'est déjà pas si mal. Auteur des contes de Crocodile River en 2013, Le Diable en été, roman de société paru en 2011 aux éditions Publibook, de Féminista Ras-le-bol aux éditions Atypiques et de La femme est-elle vraiment l'avenir de l'homme 2006 non réédité. A publié un album 12 titres, Doha, en mai 2013 et un second Contre-courant en 2017. Comme disait Alphonse Allais, n'être qu'un oui, mais lequel? Oui, je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit avant. Il met plusieurs choses au fur et à mesure. Bonsoir Alexandra. Non, non, ce n'est pas un fake, le gauchiste. Coach naturopathe, formateur d'adultes. Il forme les gens à devenir adultes parce que, attention, s'il est réellement formateur d'adultes, moi je veux bien. Parce que je suis nulle en adulting. Genre, nul en adulting. Si par exemple il forme les gens à devenir des genres d'adultes responsables, à prendre le temps de faire par exemple leurs impôts et pas tout prendre au dernier moment systématiquement, moi honnêtement un formateur d'adultes je donne. Hein. Euh, je donne. Attention, c'est un compte qui se moque de ces trucs, hein, pas qui les prône. Ah oui? Ah bah tu vois comme quoi. Si c'est une parodie, ça fait du bien. Hein. Si c'est une parodie, c'est sympa. Je ne sais pas si c'est une parodie ou pas. Fan d'astronomie et de météorologie depuis la prime adolescence, de poésie, de psychologie et de philosophie, passionné de l'humain et des relations homme-femme. Antiféministe, convaincu et réfléchi quand même. Hein. John Goetlen. C'est... Voilà. Ah bah c'est pas évident à première vue de savoir si c'est une parodie. Oui, je ne sais pas. Peut-être que c'est une parodie. Et écoutez, on va se dire que c'est une parodie. Vous avez reçu une émoticône niveau 2 du train de la hype. Waouh. Bah écoutez, je vous partage ça avec vous. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour ce train de la hype magnifique, mais qu'il faudra refaire en mieux. Mais merci pour tout. Merci de respecter les règles fixées par la tribune de Genève qui nous héberge. Soyez courtois, concis, pertinent et signez votre commentaire. Au plaisir de vous lire. Ok, cool. Combien est-ce qu'ils vendent ces coachings d'adultes? Oula. Oulala, là, c'est pas... Hein. Comment est-ce qu'on voit? Stage animal? La quête de l'animal totem. Ah, un stage animal. Lieu et tarif. Bon alors déjà, c'est en Belgique, j'ai l'impression. Non, ah non. Ah pardon. C'est en Suisse, pardon. C'est en Suisse. Donc, en Suisse, en Suisse. Oui, parce que Genève en Belgique, non. Hein. À la carte, est-ce qu'on peut pas voir juste combien ça coûte? Non, on peut pas voir combien ça coûte. Ah, regardez. Module grille de lecture, apprendre à lire le corps par sa morphologie et la symbolique appliquée. Trop bien. Module psycho-énergie. Waouh, les techniques psycho-énergétiques de la gestalt appliquées à la santé et au comportement. C'est bien ça, énergétique. Le héros, symbolique du héros en tant que modèle de comportement, identification des modèles positifs et négatifs à l'œuvre dans la vie quotidienne, critique des héros, choix d'un héros utile. Est-ce qu'il n'y a pas... voilà. Bon. Bon bah très bien, écoutez. Écoutez très bien. Voilà. Coaching santé et évolution personnelle. Mais en vrai, c'est que c'est hyper mal présenté, du coup on comprend pas grand-chose là, dis donc. Bref, donc voilà, sachez qu'il a un coaching santé et où est-ce qu'on peut... Deuxième album paru en février 2017, après ça date un peu, hein, mais... Ah oui d'accord, non je croyais qu'on allait aller vers l'album, mais en fait pas du tout. Contre-courant de John Goetelen, on va quand même... Ah mais je sais pas si on peut écouter. Je ne sais pas s'il n'y a pas des... Au cas où, s'il n'y a pas des droits d'auteur, bon, voilà.
Et mais c'est complet tout ça, dites donc, ça donne presque envie de tout lire, tout ce mystère dans la mauvaise présentation des modules. Mais oui, c'est ça, il n'y a rien qui va. Mais écoute, je sais pas si c'est une vanne ou pas. Désolé, ça, je parlais d'un compte Insta qui s'appelle Incel, pas de ce truc, là pour le coup, je pense qu'on est sur un premier degré très fort. Ah oui, bon, tant pis. J'avais un peu d'espoir que ce soit second degré. Alors, attendez, bon, allons-y. Voilà. Donc, réchauffement climatique, est-ce qu'en plus il va faire le grand chelem, c'est-à-dire est-ce qu'il va être aussi climato-sceptique? Je ne sais pas. Ah, on va peut-être voir ça déjà. Sexisme renvoi d'ascenseur. Voilà, ça c'est bien. Ça va nous dire directement à qui on a affaire. Alors, c'est parti. Sexisme renvoi d'ascenseur. Renvoi particulier puisqu'il s'agit de détourner une image et de lui faire dire autre chose sur le même thème. L'image 1 est une publicité pour le numéro d'urgence 147 avec un visage de femme en gros pan. Clique pour agrandir. Là, quand ils sont tous contre moi. 147 te rendre plus forte. Oui, d'accord. Donc c'est quelque chose que nous n'avons pas en France, le 147. Mais bon. Elle est traitée de sale pute, mais ce n'est pas une incitation. Cela laisse entendre que dans l'actuelle guerre des sexes, les hommes pensent cela des femmes, sans quoi les concepteurs auraient mis des nuances. Mais non, enfin. À quel moment est-ce que ça fait penser que les hommes pensent cela des femmes? Non. Enfin, il faut qu'ils se posent des questions s'ils se sentent aussi concernés. Sans quoi les concepteurs auraient mis des nuances. Bah non, c'est pas le principe quand tu fais un truc sur le... Enfin, quand tu fais un truc sur, par exemple, la violence conjugale, et que tu... Ou pour sortir du côté féministe, machin, sur je ne sais pas, la sécurité routière, par exemple. Tu mets pas une image hyper puissante, hyper forte de quelqu'un qui a eu un accident, et en dessous, attention quand même, tout le monde n'est pas un chauffard, juste faites attention de temps en temps. Non. Le principe, c'est sécurité routière, tout le monde est concerné. Et voilà, tac. Donc, c'est mieux quand même. Bonsoir, Coralie. Bingo masculiniste. Ah bah oui, tu peux préparer une grille de bingo masculiniste, carrément. En fait, j'ai eu le pire, c'est qu'il est persuadé d'être nuancé là où d'autres assument. Mais oui, c'est vrai que... Alors après, j'ai pas tout lu, mais là déjà, on sent bien que... Enfin, on sent bien qu'il dit qu'il est réfléchi, en tout cas. Donc, c'est censé pas être de la violence pure, quoi. Et on va voir. Voilà. Le logo du 147 reprend pourtant la démence inclusive avec un cas. Vous pensez que c'est fait exprès? Que l'on connaît, où non seulement des foldingues et asociaux de services militants pour déconstruire notre culture... Quoi? Où non seulement des foldingues et asociaux de services militants pour déconstruire notre culture et la masculinité... Ah, pardon, c'est parce que... Pardon, je le refais avec le bon ton. Le logo du 147 reprend pourtant la démence inclusive que l'on connaît, où non seulement des foldingues et asociaux de services militants pour déconstruire notre culture et la masculinité, mais aussi des institutions jusque-là respectables, rajoutent ce petit E féminin qui ne laisse pas grande place aux dames. Pourquoi ça laisse pas grande place aux dames? 147.sèche te rend plus forte. Mais si... Alors là, pourquoi est-ce que ça ne laisserait pas grande place aux dames? On pourrait croire que le message s'adresse donc aux hommes comme aux femmes. Ah que non. Car si c'était le cas, on lirait à gauche, là, quand ils, elles, sont toutes contre moi. Alors, on va essayer de décortiquer ça. Là, pour toi, nuit et jour, même en cas de mobbing, juste appeler ou écrire au 147, c'est gratuit. Donc, en gros, le 147, est-ce que c'est pas un équivalent de notre numéro d'urgence en cas de violence conjugale? Est-ce que c'est ça? Il me semble que c'est ça. Donc, effectivement, le fait d'avoir mis 147 te rend plus forte, effectivement, ils auraient pu dire, là, quand elles sont toutes contre moi. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut quand même lui accorder ça. Bonsoir, Madouk. La phrase ici n'accuse donc que les hommes et tous les hommes. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Dès que l'on voit de l'écriture inclus, c'est contre les hommes. Donc si inclusive avec un K, c'est voulu. C'est contre les hommes, bien évidemment. Putain, c'est ouf. Alors, je sais pas si on aura énormément d'arguments, en fait, à donner, parce que, vu que c'est hyper affirmé de façon péremptoire,
Ce n'est pas compliqué, dès que l'on voit de l'écriture inclusive, c'est contre les hommes. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Mais là, bon, là, on a le not all men traditionnel, voilà. Le fait de dire, ah, attention, pas tous les hommes, machin, machin. Et ça, j'y ai déjà répondu en vidéo. C'est quelque chose auquel on a l'habitude de répondre. Mais alors là, dès que l'on voit de l'écriture inclusive, c'est contre les hommes. J'ai donc détourné cette image de clic pour agrandir afin de rétablir l'équilibre des sexes. C'est aussi cela, l'égalité. Là, quand elles sont toutes contre moi, oh non, chaton. Sale violent, sale violeur. Jamais là pour toi, ni le jour, ni la nuit, même en cas de harcèlement, de diffamation, de fausses accusations, de discrimination, de haine de genre, de violence physique ou psychologique. Alors, encore une fois, hein, les diffamations... Ouh là là, mais dites donc, c'est que c'est très... Je sais pas comment il s'est débrouillé pour faire son truc. Bon. Les diffamations au niveau des plaintes de viol, par exemple, elles sont quand même extrêmement faibles. Je veux dire, c'est petit. C'est vraiment un tout petit nombre. Encore une fois, on ne peut pas comparer la violence... Alors après, encore une fois, je ne sais pas exactement... On va regarder. Je ne sais pas exactement pourquoi est fait le 147 en Suisse. Est-ce que c'est fait... C'est un peu tout, en fait, non? Famille, amitié, amour, sexualité, etc. Oui, c'est fait un peu pour tout le monde, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est fait un petit peu pour tout le monde. Mais on ne peut pas comparer du harcèlement en ligne en mode sale pute en continu avec... Enfin, est-ce que des mecs lambda reçoivent en continu, genre plusieurs fois par jour, sale violeur par exemple, dans des messages privés ou anonymes, vraiment plusieurs fois par jour, juste parce que ce sont des hommes? Est-ce que ça existe? Parce que peut-être. Voilà, peut-être. Mais je n'en ai pas, je n'en ai pas eu vent, en tout cas, si c'est le cas. Oh mon Dieu, nous hommes ne sommes plus le centre de l'attention, ça veut dire que c'est contre nous. Ben oui, je comprends pas bien ce truc avec l'écriture inclusive, par contre. Non mais en fait, soit il se sent visé quand on parle des violeurs, soit il s'est vraiment fait traiter de violeur, et dans les deux cas, c'est pas flatteur pour lui. Mais oui, 2% de fausses accusations, c'est ça, c'est tout petit. Hein. Donc, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Il a l'air de faire une fixette là-dessus, en tout cas. Oh les mecs, ne donnez surtout jamais rien au 147 ou à Pro Juventud, rien, car c'est avec votre fric qu'ils vous insultent et vous dénigrent. Ce sont des sexistes misandres, des tordus toxiques qui se protègent derrière les femmes, lesquelles ne sont pour eux que des objets statistiques et des sources de revenus. Rien donné. Alors, moi je ne veux pas défendre le 147, je ne connais pas du tout, je ne sais pas. Mais déjà on commence fort, je trouve qu'on commence fort. Ah, alors, attendez, parce que... Non, je ne veux pas advis, c'est... Il y a des commentaires. Cher homme libre, merci pour cet excellent billet et vos mises en garde dont nous nous souviendrons. Je me permets de vous écrire à propos d'un autre sujet qui nous tient à cœur, celui de la propagande pro-réchauffement climatique. Ah, alors oui. Peut-être. Peut-être. Peut-être que le truc... Ouf. Et... Hein. Peut-être que l'article avant... c'est un... C'est un article qui est genre climato-sceptique. C'est une possibilité. Mes souvenirs sont hélas très flous, mais il me semble que les frais d'avocat d'un homme accusé de viol peuvent être couverts par une assurance. J'imagine que ça aide à encaisser le choc. Oui, non, mais je... Là, vraiment, tout est là, tout est prêt. Il est proprement scandaleux de faire de l'homme un coupable et de la femme une victime, mais ça marche. On voit même des partis politiques de droite comme de gauche reprendre cette propagande féministe. Homme libre a raison, ne donnons pas un sou à ces associations misandres. J'ajouterai, épluchez les programmes de nos hommes politiques et ne votez pas pour ceux qui reprennent à leur compte cette guerre des sexes. Ah, la fameuse guerre des sexes. Ok. Eh bien, écoutez, on commence sur les chapeaux de roue. Dis donc. Oui, non, mais ça, c'est sur le foot, Tour de France. Ah, Blanche-Neige, européenne blanche et consentante, yes. Ah, il y a de la poésie aussi. Alors moi, attention. Je veux bien lire de la poésie mascu, parce que... Parce que pourquoi pas. Est-ce que, en plus de tout ça,
il va y avoir un petit peu de racisme. Hein? Finalement, là-dedans. Oh bah oui, les méchants partis de droite ultra-féministes, oui, bah oui, ceux qu'on connaît bien. Guerre des sexes et propagande féministe, j'en ai raté mon point de broderie. Non, non, mais attention, attention, parce que je pense qu'on a mieux qui arrive. Disney vous a menti 2 fois. Premièrement, la princesse n'est pas embrassée dans son long sommeil. Le film d'animation présente une scène modifiée par rapport au conte, sans doute pour embellir la story et faire pleurnicher dans les chaumières. Alors non, effectivement, la princesse n'est pas embrassée... Enfin, dans certaines versions du conte, elle est tout de même embrassée, mais ce n'est pas le baiser qui la réveille. C'est parce que les nains ou les serviteurs du prince, selon la version, se vautrent avec le cercueil en verre et que ça fait un chaos et ça lui fait recracher son bout de pomme. Mais effectivement, ce n'est pas le baiser du prince. Ouh! Merci beaucoup, 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 Wolverwitch. Merci, bonsoir. Oui, 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 c'est un... Effectivement, ce n'est pas le baiser qui la ramène à la vie, mais le fait que les gens qui portent son cercueil se vautrent en le portant. Après, il y a quand même des versions où il l'embrasse parce qu'il la trouve très belle. Le château de mon père, on vous avait dit disposé dans un cercueil de verre par les nains, Blanche-Neige est retrouvée par le prince qui lui donne un baiser d'adieu, ce qui rompt le charme qui maintenait la princesse endormie. Or, dans le texte d'origine des frères Grimm, cela ne se passe pas ainsi. Le prince emporte le cercueil pour le mettre dans le palais de son père et admirer Blanche-Neige dont il est fou amoureux. Merci beaucoup, 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 Jonathan McCready, merci. En chemin, ses serviteurs trébuchent sur une racine. Ah bah là, ils ont la version serviteur. Et font tomber le cercueil. Grâce à ce choc, la pomme sort de la gorge de la princesse et elle se réveille. Le prince ne l'embrasse même pas, mais l'invite à le suivre, oui, pour se marier. Elle y consent. Ainsi libérée, elle ouvrit les yeux, soulevant le couvercle de verre et se redressa, ayant retrouvé la vie. « Oh mon Dieu, mais où suis-je » s'exclama-t-elle. « Tu es près de moi » lui répondit le prince tout heureux, avant de lui raconter ce qui s'était passé. Puis il dit « Je t'aime, et tu m'es plus cher que tout au monde. Viens, accompagne-moi au château de mon père, tu seras mon épouse. » Alors Blanche-Neige s'éprit de lui et elle l'accompagna, et leurs noces furent célébrées dans la magnificence et la somptuosité. Alors après, ça dépend aussi des versions. Hein. Il y a des versions dans lesquelles il l'a embrassé avant, il y a des versions où effectivement il ne l'embrasse pas. Il y a des versions où c'est les nains qui portent le cercueil, il y a des versions où c'est les serviteurs. Bon, bref. Énormément de versions différentes. Chourer le cadavre... Attendez, j'ai pas vu... Pardon. Chourer le cadavre d'une nana qu'on connaît pas pour la mater dans la mort, c'est pas globe quand même. Oui, non, mais voilà, c'est des contes. C'est ça, les contes sont souvent pas globe, comme tu le dis. Oui, donc il ne l'embrasse pas de force, mais il a utilisé son cercueil comme table basse au KLM, il pense vraiment que c'est mieux. Oui, parce que c'est du respect. Il le respecte. Oui, mais le fait est que dans le dessin animé Disney, ce qui a fait polémique, c'est ce baiser alors qu'elle dort. Le polémique du baiser non consenti, participant à la culture du viol, ne vient pas des contes, mais du dessin animé popularisé par Disney. Du coup, je comprends pas ce qu'il veut dire. Oui, je ne sais pas non plus. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Il expose le truc, mais il va nous le dire. Tellement de versions des contes, sans parler des versions qu'on a perdues, que rien de parler de vraies versions ou de texte d'origine, ça n'a pas vraiment de sens, tout à fait. Si encore ce serait un bisou sur le front, au moins ça aurait été sincère et mignon, mais non, il faut rouler des grosses pelles. C'est ça. Le deuxième mensonge de Disney est la fin de la vilaine reine. On vous avait dit, alors non, effectivement, hein, la vilaine reine à la fin, elle danse, en gros, elle danse sans pouvoir s'arrêter dans des chaussures magiques pour une certaine version du conte très édulcorée, et dans la version So, en gros, le prince et Blanche-Neige, des fois, décide de lui donner comme sentence le fait d'avoir le pied pris dans des espèces de chaussures en métal chauffées à blanc, qui fait que du coup, elle est obligée de danser d'un pied sur l'autre, de danser d'un pied sur l'autre jusqu'à s'évanouir et mourir d'épuisement, en gros. Oui, hein, le choix de la photo d'illustration. Parfait. Donc, effectivement, mais est-ce qu'il redécouvre qu'en fait, le Disney n'est pas la vraie version du conte de Blanche-Neige? Parce que ça, tout le monde... Enfin, tout le monde, non, peut-être pas tout le monde, mais énormément de personnes le savent, quoi. Genre, énormément. C'est pas la marade de Cendrillon qui danse dans des souliers chauffés à blanc. Alors, il y a de tout. Je pense qu'il y a de tout. Effectivement, c'est peut-être la marade de Cendrillon.
C'est peut-être la marade de Cendrillon, dis donc. Peut-être. Peut-être, c'est vrai, effectivement. Mais moi, j'ai souvenir de contes de Blanche-Neige, de versions de Blanche-Neige dans lesquelles la méchante reine-mère danse jusqu'à épuisement aussi à la fin. Eh, on ira regarder ça après. Donc, avertie par les animaux de la forêt, les nains prennent la sorcière en chasse. Parvenue au sommet d'une montagne, celle-ci bascule dans le vide et disparaît à jamais. Mais il est trop tard, Blanche-Neige est déjà mordue dans la pomme et est tombée inanimée. La vilaine reine ne tombe pas dans un gouffre, son sort est bien pire. En effet, alors que Blanche-Neige va se marier avec le prince qu'il aime, la vilaine vient au mariage. Lorsqu'elle fit son entrée, elle reconnut immédiatement Blanche-Neige et la peur qu'elle en eût la cloua sur place. Sa terreur l'empêcha de bouger. Mais on lui avait préparé des souliers de fer qui étaient sur le feu. Bah non, mais c'est ça, voilà, c'est ce que j'avais en tête aussi, vous voyez. Mais il me semble effectivement que Cendrillon, ça marche aussi là-dessus, sur ce truc-là. Mais non, mais je crois que Cendrillon, la belle-mère, elle est juste condamnée plus ou moins à voir ses filles souffrir. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, donc des souliers de fer qui étaient sur le feu à rougir. On les lui apporta avec des tenailles et on les mit devant elle, l'obligeant à s'en chausser et à danser dans ses escarpins de fer rouge jusqu'à sa mort, qui suivit bientôt. Voilà, c'est ça que j'avais moi en tête. Dommage que Disney n'ait pas montré cette scène très pédagogique et inclusive aux petits enfants. Mais que vient faire l'inclusivité là-dedans? J'aime bien parce qu'il y a une mauvaise foi réelle. Non, on parle pas des photos. Non, on parle pas des photos. Non, les photos, on les laisse de côté. On les laisse de côté. Dans notre esprit. Mais pourquoi mettre l'inclusivité dedans? C'était pas du tout inclusif, ça date du... Je veux dire, je pense que c'est ce conte, l'origine de ce conte vient se perdre dans l'origine des temps, peut-être. Et à mon avis, ce truc des chaussures en fer rouge, etc. À mon avis, ça aurait une bonne base médiévale que ça ne m'étonnerait pas. D'où on parle d'inclusivité dans les... Enfin... Je comprends pas ce qu'il veut dire. Ah, attendez, peut-être qu'il veut dire... Peut-être qu'il veut dire que le conte de Disney est déjà édulcoré et qu'il faut pas se plaindre de ça, je sais pas. Je sais pas. Je t'attaque avec inclusivité et tu me contres avec consentement, rattrapez-les tous. Les mots de bobo gauchiste islamo-frigide. T'es bête, Ishnak. Oui, bah écoute, je ne sais pas. Il est colère, oui, effectivement, il est colère. Voilà. Il y a une faute, une ânerie avec inclusive et un hors-sujet en 2 lignes. Oui, bah écoutez. Oui, il plaque des concepts random, effectivement. Mais il fait tout ce qu'il peut pour le ramener à quelque chose sur le féminisme, l'inclusivité, visiblement, qui lui pose réellement problème. Pourquoi avec un K? Peut-être pour que ça fasse un peu plus nazi, je pense. Moi, je pense qu'il met inclusive avec un K pour que ça fasse plus nazi. Je pense. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il va s'expliciter après. Maintenant, Disney a décidé de faire jouer la princesse par une actrice latino brun clair. Pourtant, Blanche-Neige est blanche et caucasienne. On dirait qu'on a placé la Blanche-Neige originelle devant une cheminée d'immeuble. Elle a changé de couleur. Elle est couleur café. Alors, le fait de faire jouer Blanche-Neige par une actrice de couleur, honnêtement, moi, c'est quelque chose où je me suis dit, mais pourquoi faire ça finalement alors qu'il y a tellement d'autres contes à explorer? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste explorer d'autres contes? Il y a tellement de contes d'Amérique du Sud, par exemple, pour faire jouer une latino, vraiment, il y a tellement de contes d'Amérique du Sud qui mériteraient d'être faits en live action. Moi, honnêtement, j'adorerais voir Coco en mode live action. Vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Bref, il y a tellement de choses à faire, effectivement, que tu te dis pourquoi refaire une énième Blanche-Neige. Et en plus de ça, à mon avis, Disney n'est pas si inclusif que ça, c'est juste pour chercher absolument à faire parler du truc. Bonsoir, Margot. Mais là, enfin, est-ce qu'il y a bien besoin de rajouter une énorme couche de racisme? Pourtant, Blanche-Neige est blanche et caucasienne. Bon, bref, on dirait qu'on a placé la Blanche-Neige originelle devant une cheminée d'immeuble, elle a changé de couleur, elle est couleur café. On avait compris avant, quand tu dis latino brun clair, du coup, est-ce que t'as bien besoin de dire « Ah bah dis donc, on a l'impression que Blanche-Neige, on l'a mis devant une cheminée d'immeuble. » Mais enfin, je ne vois pas, vraiment. Puis Blanche-Neige s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle est très palote, la dame. Oui, c'est ça. Là, il y a un côté un peu sur le... Je ne sais pas comment ils vont justifier
le Blanche-Neige, en fait. Avec ce côté, le principe de Blanche-Neige, c'est qu'elle s'appelle Blanche-Neige parce que vraiment, elle est aussi blanche que la neige, vraiment, c'est-à-dire elle est blanche comme jamais personne n'a été blanc. C'est vraiment une espèce d'idéal de beauté d'une certaine époque où il y a vraiment le côté teint de porcelaine. Et du coup, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça avec quelqu'un qui, effectivement, n'est pas blanc. Mais, en vrai, de vrai, c'est pas grave déjà. Et puis ensuite, il faut juste que Disney commence à s'attaquer à d'autres trucs. Euh, Elle a pas besoin Enfin, Disney a pas besoin de refaire en permanence les mêmes histoires. Moi, Blanche-Neige, je pense que j'en ai marre. Je pense. Plus blanche que la plus blanche de tes copines, c'est ça. Ou alors peau foncée, cheveux blancs. Bah oui, ça pourrait. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir avec ce truc-là de Blanche-Neige, plus blanche que la neige, etc. Ou aussi blanche que la neige. Mais peu importe, là, c'est juste raciste. Pourquoi dire ça? Bon, c'est donc la Colombienne Rachel Zegler, et comme écrit hier, elle jouera la princesse dans un film Disney à venir. Le but est de faire plus d'argent, peu importe la manière, même en dénaturant l'œuvre des frères Grimm et de Charles Perrault. Que dit le texte? Le texte. Oh, si je pouvais avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang et aussi noir de cheveux que l'ébène de cette fenêtre. Bientôt après, elle eut une petite fille qui était blanche comme la neige, vermeille comme le sang et noire de cheveux comme le bois d'ébène, et Blanche-Neige fut son nom à cause de cela. Bon, on n'a pas la même version, clairement, du conte, mais oui, c'est plus ou moins ça. L'identité du personnage est définie par sa couleur blanche, comme pour les racisés. Il n'y a aucune équivoque sur ce point. Blanche-Neige est rattachée à une géographie et une culture nord-européenne. Selon Wiki, les origines historiques possibles du personnage remontent à l'Allemagne entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Bon, bref, là c'est n'importe quoi. Vraiment, à partir du moment où il dit Blanche-Neige est rattachée à une géographie, une culture nord-européenne, faut arrêter. Blanche-Neige, c'est devenu, ça a brisé complètement le côté juste nord-européen, d'autant plus que, comme on le sait quand même pas mal, énormément de contes ont des versions avec des personnes différentes, des fois avec des fins qui diffèrent légèrement, mais ont des versions dans quasiment tous les pays, et une version de Blanche-Neige, même si elle s'appelle pas Blanche-Neige, ça existe, à mon humble avis, à peu près partout. Donc, à quel point est-ce que Blanche-Neige est rattachée à la géographie et à la culture nord-européenne? Il fut un temps probablement. Maintenant, non. Enfin, de nos jours, non, je ne pense pas que Blanche-Neige soit reliée particulièrement à une géographie nord-européenne. Après, il aurait juste pu s'en tenir à l'identité du personnage est définie par sa couleur. Effectivement, sur Blanche-Neige, oui. Et on peut se demander comment est-ce qu'ils vont contourner le nom du personnage au cas où. Mais pour le côté, c'est notre culture, machin, maintenant, c'est plus tellement notre culture, quoi. Enfin, en tout cas, c'est plus que la nôtre. Son âme qui est aussi blanche et pure que la neige, peut-être. Peut-être. Oui, c'est possible. C'est Disney, ils justifient tout et ils sont très inclusifs, ils font attention aux sujets discutés. Non, c'est faux, ils ont de l'argent, ils cherchent ce qui marche dans les sujets qui occupent beaucoup les sociétés actuelles et ils ont de l'argent. Mais oui, c'est ça. En plus, c'est Disney, quoi. C'est pas comme si les féministes en permanence étaient en train de dire ah, Disney, super, c'est trop notre allié numéro un. Enfin, la plupart des féministes s'accordent pour dire que Disney, c'est du féminisme washing. Potentiellement, énormément d'associations LGBT disent aussi que c'est du pinkwashing Disney quand ils essaient de faire des trucs autour de ça. On sait bien quand même que globalement c'est une machine à faire du fric Disney et que c'est pas forcément dans un grand souci d'inclusivité qu'ils font toutes ces choses-là. C'est surtout pour qu'on parle d'eux. Et quand on l'appelait Blanche-Neige Julie, elle se laissait plus prendre au piège Julie, elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Mon papa chantait cette chanson à la guitare, et il la chante toujours d'ailleurs. Et j'ai eu l'air qui est passé dans ma tête au fur et à mesure que je disais les paroles. Disney, c'est nord-européen, hein, vous ne saviez pas? Et aussi, la culture nord-européenne s'était pas attelée à consciencieusement éliminer les traces d'autres cultures, on n'aurait pas besoin de faire ça aussi, ou moins besoin. Après, Christine Kruk a déjà joué Blanche-Neige, ça ne gêne pas tant que ça. Non, mais il y a eu de nombreuses versions de Blanche-Neige, vraiment de très nombreuses versions de Blanche-Neige. Vraiment, on n'a pas besoin d'une énième version de Blanche-Neige. C'est bon. Je pense que ça suffit. Et puis il paraît que tous les mythes ont une origine commune, c'est logique en fait, mais tout à fait. Dénaturer un conte, c'est un pléonasme. Les contes de fées, c'est une tradition de base transmise de bouche à oreille, et même depuis qu'on les écrit, il y a quand même 12 000 versions. Mais tout à fait. Tout à fait. Bah déjà, le blanc comme modèle de pureté, c'est très occidentalo-centré. Bah, c'est surtout, au-delà d'être occidentalo-centré, c'est surtout que c'est concentré sur
plus qu'une culture nord-européenne sur une culture, on va dire, du 18e, effectivement, 17e, 18e siècle, mais ça date d'avant, hein, le côté teint très blanc, etc. Effectivement, je dirais que plus qu'être rattaché à une géographie, une culture nord-européenne, comme ils le disent, c'est plus rattaché, si on prend le conte dans sa version originale, c'est plus rattaché à une époque que une géographie, une culture nord-européenne. Mais après, attention, dans ce sens-là, je comprends le côté culture nord-européenne, sauf que le conte original est rattaché à ça. Blanche-Neige, en tant que personnage, ne l'est pas. Franchement, moi, en tout cas, je ne trouve pas. Je crois que le problème, surtout, c'est la démarche de Disney. Et pourquoi encore Blanche-Neige? Il y a tellement de contes dont on n'a aucune connaissance et représentation. Ça suffit, les contes européens, on les connaît. Oui, ce que je disais tout à l'heure, vraiment, voilà. RPZ Walt Disney qui a dénoncé ses syndiqués pendant le macartisme. Oui, voilà. Salut Calcin. Bon bref, continuons. D'après l'historien Karl-Heinz Bartels, Blanche-Neige, de son vrai nom Maria Sophia Margareta Katharina d'Erthal, serait née en 1725 à Lohr am Main. La région d'implantation du nom Erthal est allemande. Alors, je ne sais pas qui est l'historien Karl-Heinz Bartels, mais je ne savais pas qu'il y avait une Blanche-Neige qui aurait existé, Maria Sophia Margareta Katharina d'Erthal. Je ne sais pas. Dans le texte, l'identité ethnique blanche de l'héroïne est confirmée par la nouvelle reine, jalouse de sa beauté. Gna, blanche comme neige, rouge comme sang, etc. etc. Oui, ma foi, c'est... Enfin, effectivement, c'est le principe du conte, d'avoir quelqu'un de blanc comme neige. C'est son nom, quoi. Mais c'est pas la peine de revenir au conte original à chaque fois. Tu vois bien qu'ils ne vont pas faire le conte original. Après, je comprends pas bien sur quoi ils gueulent, du coup. La question de la couleur de peau... Pourquoi il a dit inclusif, là, par exemple, là? C'était quoi? Cette scène... Pourquoi il a rappelé la fin, etc. C'était pour dire que finalement, il y avait... Avant, c'était mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Mais oui, c'est pas un biopic. Non, mais c'est pour ça. C'est une figure, Blanche-Neige. On s'en fout d'où ça viendrait comme personnage réel, et je suis même pas sûre que ça puisse venir d'un personnage réel, étant donné que c'est vraiment un conte qui a été repris 1000 fois, qui se transmet, comme on le disait, de bouche à oreille, et que c'est pas Grimm qui l'a inventé, voilà. Qui l'ont inventé d'ailleurs, ils les ont juste retranscrits pour la plupart. Bref, voilà. Lara Croft, alors du coup, bon... La question de la couleur de peau étant réglée, Disney piétine la littérature en mettant une actrice non blanche mais café au lait. Mais enfin, piétine la littérature. Est-ce que tu trouves déjà que Disney... Alors, du coup, je comprends pas. Il trouve que Disney a piétiné la littérature aussi, du coup, en respectant pas le fait que le prince fasse pas de baiser et que la reine, elle meurt pas dans d'atroces souffrances, du coup? Est-ce qu'il se plaint de ça aussi? Je ne sais pas. On suit toujours les dictates d'une petite minorité woke vouant au monde blanc une haine sans limite. Hein. D'ailleurs, la jeune actrice est coutumière de cela. Voici un article de Valeurs Actuelles, repris par les observateurs. Je cite un seul extrait, mais ce n'est pas le seul fait d'injures et d'agressions verbales commis par cette petite dinde woke qui ne rêve que de censure. En vrai, ça c'est une insulte de boomer que j'aime bien. Cette petite dinde. Lara Croft basée sur Maria Catalina Annunciación de la Vega del Toro atrás del mar. Peut-être. Qu'est-ce qu'on en sait? En juin 2020, l'actrice s'en prend à l'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling, qui regrette de voir le mot femme remplacé au sein de la communauté LGBT par l'expression personne qui menstrue. Ziegler traite frénétiquement J.K. Rowling de transphobe à plusieurs reprises, puis interpelle le fondateur de Twitter afin de pouvoir censurer celle qu'elle considère comme TERF, une féministe radicale anti-trans. D'injures et d'agressions verbales? Mais qu'est-ce qu'il y a comme injure et agression verbale? J.K. Rowling, elle est transphobe, je veux dire, là pour le coup, c'est une... Enfin, c'est comme ça. Voilà, c'est ça, on ne la traite pas, elle est transphobe. Bah oui, c'est pour ça, je ne sais pas. Il est pas content parce qu'une meuf bouscule des homophobes et des transphobes. Bah écoute, bah oui, je ne sais pas. Il y a même une version où Blanche-Neige est un jeune garçon. Donc ça va pas détruire le monde si elle est noire dans une adaptation. Ah mais non, mais complètement. C'est juste que... y a pas à refaire une autre Blanche-Neige, en fait, encore, mais...
Bah, les TERF s'appellent elles-mêmes TERF. Mais oui, c'est ça. C'est pas une insulte, TERF, pour les TERF. Puisqu'elles savent qu'elles sont TERF. Je ne sais pas. Des paroles aux actes, l'actrice métisse se réjouit ouvertement en décembre 2020 d'avoir agressé physiquement des personnes dans les rues de New York. Ce qui revient, avec ses 1,58 m pour 50 kg, à donner des coups de coude à un homophobe et à marcher sur les pieds d'un transphobe, comme elle l'annonce fièrement sur les réseaux sociaux. Et bah ça va du coup, c'est pas des agressions physiques de ouf. C'est drôle parce qu'il y a à la fois le côté oh ils sont agressives, elles sont violentes, et en même temps elles sont oh oui bah elles sont pas bien grosses, alors elles peuvent faire de mal à personne, mais dites donc qu'est-ce qu'elles sont agressives. Je sais pas, et je ne sais pas ce que c'est le rapport avec Lara Croft, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Ce n'est plus Blanche-Neige, c'est Lara Croft. À quand une Blanche-Neige zombie pour la diversité? Mais bah je vous jure, j'ai fait une journée de travail, je suis fatiguée. Et je ne comprends rien à ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que tu essaies de dire, monsieur? Ce n'est plus Blanche-Neige, c'est Lara Croft. Je suppose que c'est un genre de trait d'humour qu'il a voulu faire, mais tu vois bien que de toute façon, une actrice ou un acteur n'est pas perpétuellement son personnage. À quand une Blanche-Neige zombie pour la diversité? Eh bien, je pense que ça existe. La preuve, tu as tapé Blanche-Neige zombie et tu as trouvé un costume tout fait. Donc, à mon avis, des gens ont dû s'atteler à faire la Blanche-Neige zombie. C'est pas facile, hein. C'est pas facile à suivre. Parce que, oui, c'est vrai. Il y a Orgueil et Préjugés et Zombies, c'est vrai. C'est pas facile à suivre parce que c'est tout un briquet de partout. On sait pas bien. On comprend pas bien. Hein. En fait, il balance des trucs au pif et en vrac sans se soucier de la cohérence. Bah oui. Oui. Fasciste typique, nos ennemis sont très forts et partout, mais grâce à des méthodes fourbes, alors que nous, les purs, on a la force. Oui, il y a de ça, il y a de ça. Mais oui, c'est très confus, c'est très très confus. Oh, qu'est-ce qu'elles font chier, les féminazis. Une femme, ça a un vagin, ça a pas une bite, vous allez changer la nature. Oh, la nature. Bon, eh bien écoutez, très bien. Moi, je veux voir sa poésie. Attendez. Bonne année, les petits nains. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? En fait, je croyais que c'était des poésies, mais c'est pas des poésies. Ah, est-ce qu'on va pas avoir un peu de validisme? Là, vraiment, on est en train de cocher toutes les cases. Écoutez, là, c'est le bingo. Le mec était bourré quand il écrit ça, c'est le bloc de retour de soirée, ça peut-être. Peut-être dès qu'il est un peu bourré, il fait attendez 30 secondes. Je ne sais pas le rapport avec zombies et diversité. Mais non, mais il faut pas chercher, écoutez. On va pas essayer. Donc, bonne année les petits nains, parce qu'il y a des grands nains, enfin des nains plus grands que d'autres. Ils n'ont pas tous la même taille, sinon ça n'a pas de sens de dire petit nain. C'est juste gentil. Un nain, c'est petit, ça ne peut pas faire de mal. Comment Comment vous dire? Un nain, c'est petit, ça peut pas faire de mal. Mais même si c'est de l'humour, c'est mal dosé. Mais surtout, c'est idiot. Enfin, c'est idiot. Un... Le principe, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, pour ne prendre que ça, pour prendre un grand pan de la culture fantastique, les nains, ça fait mal. Alors, petit nain, c'est une manière gentille de s'adresser aux autres. Et c'est vrai parce qu'il le dit. Mais je ne sais pas de quoi il parle. Mais je me suis dit, tiens, Blanche-Neige, les nains, bon, voilà. Oui, c'est tellement ça, Art of Seigneur, tellement. Autant dans Blanche-Neige, ça reste les princesses, les persos principaux, les sujets des films, mais dans les contes du 18e, 19e, les princesses ont beau être le centre du propos, elles sont systématiquement objet et pas sujet. Dans La princesse au petit pois, à aucun moment on ne lui demande son avis, on ne sait même pas pourquoi elle arrive seule, trempée jusqu'aux os dans le château. On passe de j'ai mal dormi à il l'épouse. Oui, non mais c'est ça. Il y a un côté... oui, les princesses sont très accessoires dans ces... elles sont là pour être des figures, des symboles, mais pas... Voilà. Si la taille juge de la dangerosité, le monsieur ne connaît pas la plus grande menace animale pour l'être humain, le moustique. Mais oui. Ok. Donc, seulement voilà, le mot nain est aujourd'hui mal vu. Il faudrait dire personne de petite taille. Oh. Est-ce qu'on a un point boomer dans le bingo? Le côté, oh bah voilà, on peut plus rien dire. Par exemple, l'histoire de Blanche-Neige serait intitulée Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Oh bah voilà, alors... Je suis désolée, je suis tombée sur Blanche-Neige 2 fois. C'était pas voulu, hein, mais... Bah voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va tout réécrire, c'est ça?
Tu parles d'une misère. Misère. Comment se sent-on quand on est dans la peau d'un nain? Je l'ignore. Il doit bien y avoir des moqueries et un gros sentiment d'être à l'écart. J'imagine que la vie quotidienne, une vie normale, doit être difficile. Le monde est fait pour les grandes tailles. Oh! Étymologiquement, le terme nain signifie petit, il est donc approprié. Les nains sont des personnes atteintes de nanisme. Le nanisme est un ralentissement de la croissance biologique d'un être vivant, végétal ou animal, en raison d'une condition héréditaire ou accidentelle. Maladie, carence, environnement. Bon, à chaque fois, c'est cherché sur Wikipédia, hein, donc ça va pas, ça va pas loin, mais voilà. On pourrait alors dire que l'appellation de nain est impropre, car on ne désigne en principe pas les gens par leur maladie. On ne dit pas tiens, voici le cancéreux. Pourtant, on disait à l'époque où la lèpre était répandue attention, voilà un lépreux. Mais où veux-tu en venir, monsieur? Où? Je pense qu'on va finir sur les rotules, ok? Voilà. Les nains font partie de notre patrimoine culturel. Voilà. Donc on en a rien à foutre de ce qu'ils pensent réellement, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont pas, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent pas. Tu fais partie de notre patrimoine culturel, ok? Donc tu te tais. Ça suffit. Et les lépreux qui fait leur race, d'ailleurs c'est bien connu, mais tout à fait. Tout à fait. Oh bah mince alors, on ne peut plus utiliser des mots porteurs de discrimination. D'une histoire discriminatrice envers les gens et qui porte une connotation négative, voire carrément insulte, scrogneux, hein, on peut plus rien dire. Ah non, mais on peut plus rien dire, ça ma bonne dame. Le saut entre je l'ignore puis le paragraphe de presumption. Oui, c'est ça. Le point wiki, le point Wikipédia qu'on aime tous. Ah bah c'était mieux avant, hein, ça c'est sûr. Donc, le nain. Ah non, le problème est que l'image du nain n'a pas toujours été socialement positive. Parce que lui, il a le problème. Il sait ce que c'est le problème. Le nain a été vu comme une forme de monstre. Sa difformité en a fait un personnage de foire et de cirque. Les nains ont également été persécutés par le régime nazi, à l'instar de la troupe Lilliput, qui n'est pas un groupe de péripatéticiennes prénommées Lily. Les nains, donc voilà, c'était la troupe Lilliput, du coup. Comme ça, vous pouvez profiter également de ces images. Les nains, en tant que personnages mythologiques, font partie de légendes peut-être, d'Europe du Nord. Ils appartiennent à ce que l'on nomme le petit peuple, comme les lutins. Ils vivent sous terre, creusent des mines, entretiennent des forges et travaillent le métal. Oui, alors pas tous. Pas tous, hein, et des personnages petits, on en a à peu près partout, des kobolds, des korrigans, des machins. Les nains sont pas mal fondus à l'intérieur de tout ça. Et les nains, en soi, je ne suis pas certaine qu'ils appartiennent à ce que l'on nomme le petit peuple, dans le côté scandinave de la chose, en tout cas. En plus, il place un bon argument. On n'appelle pas une personne qui a un cancer et le cancéreux, alors on ne devrait pas appeler une personne atteinte de nanisme et le nain. Mais oui, non, mais c'est ça. Mais je sais pas. Bon, il est passé vite dessus. Peut-être qu'il n'a pas su. Il n'a pas su aller plus loin. Je ne sais pas. Oui, parce que les créatures imaginaires qui s'appellent des nains, c'est comme les vrais gens de la vraie vie qui sont atteints de nanisme, of course. Bah oui. Bah qu'est-ce que tu... Ça fait partie de notre patrimoine culturel. On a dit que vous le vouliez ou non. Ça suffit maintenant. Ils sont aussi magiciens, à l'instar de Gandalf, rendu célèbre par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Alors oui, mais Gandalf, c'est pas un nain, hein. En fait, j'ai l'impression d'être avec une vieille personne avec qui j'aurais regardé Le Seigneur des Anneaux et qui me dit mais si, mais tu sais, c'est le personnage là avec le bâton qui marche, le nain, mais grand. Oui. Gandalf le nain, si. Où tout est embrouillé, tout est tellement embrouillé. Bon, différentes pistes de réflexion sur la fonction symbolique des nains sont abordées sur le site tolkiendeal.com. Ok, non mais pourquoi pas, la fonction symbolique des nains, d'accord, mais du coup, justement, parce qu'ils ont déjà une fonction symbolique forte et que ce sont déjà des créatures fortes dans notre imaginaire, c'est pour ça qu'il ne faut pas appeler les personnes atteintes de nanisme des nains. Parce que, justement, on y rajoute une énorme dose de notre propre imaginaire que l'on n'a pas à calquer sur des êtres humains. Gandalf, c'est un nain dans l'Edda, mais pas dans Lord of the Rings. Mais oui, c'est ça, en fait. Là, à l'instar de Gandalf, rendu célèbre par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, mais en plus, Gandalf, rendu célèbre par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, il voulait peut-être dire Gandalf de l'Edda, qui a été rendu célèbre ensuite par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Ouh! Merci, Violette. J'y étais pas. Pardon, mais c'est peut-être qu'il est trop intelligent pour nous. Et voilà.
En effet, je veux savoir comment il écrit ça. Il est assis à son bureau, il tape ça sur son portable, il écrit de matin. Non mais on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc, euh, pardon. Toujours selon Wikipédia, cet aspect de spectacle et divertissement, rattachant le nain aux représentations des monstres imaginaires, merveilleux, fantastiques, du grotesque et du ridicule, se perpétue dans la culture populaire au XXe et XXIe siècle dans les stéréotypes de représentation des personnes naines dans les médias, l'industrie du spectacle et les films, et notamment le cinéma américain. Eh ben, du coup, c'est pour ça qu'il faut pas les appeler nains. Mais qu'est-ce que c'est? De rien, Verde Survival 23 pour les 250 euros. Mais je n'ai pas de compte PayPal. mais de rien. Bonne soirée à toi. Et à la personne à qui tu as extorqué 250 euros. Et merci pour le follow, du coup. Or, les nains sont des personnes. Je pense que c'est cela qui motive ceux qui veulent abandonner le terme. Dans l'imagerie populaire des nains, on voit davantage le mythe et le spectacle que la personne. Et le mythe n'est pas toujours positif. Je pense que c'est cela qui motive. Oui, bah oui. Les nains sont souvent représentés en bouffons auprès de monarques, envers lesquels ils usent d'une liberté de parole remarquable. Mais enfin, mais rien n'a de sens. rien n'a de sens. Pour autant, il n'est pas forcément méprisant de parler de nains. Le problème n'est pas le mot, mais l'intention, le but et le contexte. On peut aussi dire personne naine, ou pourquoi pas une petite personne. Et puis dans Le Seigneur des Anneaux, si les nains ne s'appelaient pas nains, mais personnes de petite taille, leur récit perdrait singulièrement de sa force. Alors, déjà, ce n'est pas à toi de dire ce qui est méprisant ou pas, c'est à la personne qui c'est la personne qui reçoit le mot, hein, qui te dit si c'est méprisant ou pas. Le problème n'est pas le mot, mais l'intention, le but et le contexte. Mais si quelqu'un te dit que le problème c'est le mot, le problème c'est le mot. Le problème c'est le mot. Et encore une fois, là tu n'as rien compris, puisque justement on te dit que les nains c'est plus une figure mythologique, une figure culturelle, une figure folklorique, que réellement des humains. Donc à partir du moment où tu dis « Ah bah oui, bah écoutez, mais si on n'appelait pas les nains dans Le Seigneur des Anneaux, ce serait quand même moins bien. » Mais oui, mais parce que dans Le Seigneur des Anneaux c'est une figure folklorique, culturelle. C'est étrange, c'est très étrange. Ah oui, tu as banni. C'est très bien. J'étais en train de regarder ce qui s'était passé avant. Très bien, Ishnak, tu as banni très vite le troll. Mais c'est drôle, honnêtement, je trouve ça drôle qu'il y a encore des trolls qui essaient de faire stresser les gens en mode je t'ai piraté. Mais non, mais tout le monde n'a pas de compte PayPal. Mais à quel moment c'est absolument cohérent de parler d'un imaginaire du nain, monstre, personnage de fiction, de légende, etc., en le comparant à la réalité en mode mais regardez, c'est stylé dans les fictions d'être un nain, alors pourquoi on peut pas l'utiliser dans la vraie vie? Non mais c'est ça, mais c'est fou. Salut Emmanuel. En plus, c'est un imaginaire qui se base sur la peur de l'autre, de la différence de corps, donc c'est encore moins cohérent et encore plus insultant dans l'usage du terme. Mais oui. Puis les nains du Seigneur des Anneaux ont zéro problème avec le fait d'être appelés nains. Bah non. Je sais pas quoi vous dire. De toute façon, je pense que c'est compliqué de trouver du sens réel. Hein. Et l'impact passe avant l'intention toujours. Mais oui, il y a des gens qui collectionnent des figures mythologiques de jardin. Ce blog m'a perdu. Arrêtez, calmez-vous. Calmez-vous parce que là nous nous perdons tous. Je suis pas sûre d'avoir le courage de supporter le genre de conneries qu'on trouve très certainement sur ce blog. Écoute, pour l'instant, on est tous ensemble là-dessus. Si seulement on avait une machine qui inverse les corps, on change leur corps avec celui d'une personne issue d'une minorité, on verra s'ils ouvrent encore leur gueule après ça. Bah là au moins ils pourraient ouvrir leur gueule. C'est ça qui serait bien. Bref. En France on recense 5000... Mais regarde déjà. Tu parles... Là t'as décidé de parler des personnes atteintes de nanisme en France, avec des chiffres et tout. Et tu l'illustres par ça. Genre t'as tapé nain sur Google. Vraiment, ça te semble bien. En France, on recense 5500 personnes naines. Aujourd'hui, il y a un débat entre considérer le nanisme comme une maladie ou comme une simple différence. Ok, donc là, il met un bout d'étude. C'est très bien, mais appelons un nain, je garde le mot. Je n'y vois ou n'y mets une quelconque opprobre. Et voilà.
Moi, j'y vois pas le mal. Alors, je continue à le dire. Oui, mais ça me fait mal à moi. Non. Mais non. Mais non, puisque je te dis que non. Donc non, et je continuerai à le dire. À toi d'être un peu moins susceptible. Mais c'est incroyable. Donc, il n'y voit ou n'y met une quelconque opprobre. Le cœur compte davantage que le mot. Bah oui, le cœur compte davantage que le mot. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Hein, finalement. Quand c'est dit avec tout le cœur, par exemple quand il dit petite dinde, le cœur à nouveau compte davantage que le mot. Et puis je me méfie de ce pseudo-humanisme qui voudrait coloniser nos consciences. Oui, oui, oui. Attendez, quand toutes ces personnes-là, elles ont bien fermé leur gueule pendant un bon bout de temps. Alors de les entendre parler en mode oui, j'aimerais du respect. Ouais, ouais, ouais. Ils veulent nous coloniser. Dire personne de petite taille ne rend pas les nains plus visibles dans la société. C'est dommage car ils sont une des formes de l'altérité. Peut-être eux-mêmes ne veulent-ils pas se trouver dans les rues ou dans les magasins sous le regard des grands et dans leurs jambes. Dire nain ne décrit qu'une petite partie de l'identité, très visible mais pas exclusive de la personne. L'important, je pense, est dans le moment que l'on vit avec les gens. Parfois on fait juste, parfois pas, c'est comme ça. Les choses doivent exister, se dire et se régler entre les gens, y compris entre les nains et les grands. Enfin, c'est mon point de vue. Mais là, ça n'a rien à voir, par exemple, effectivement, le fait de dire, de donner un mot plutôt que l'autre ne rend pas énormément d'handicap et de différences plus visibles dans la société. Effectivement. Mais, ça permet au moins de recadrer les personnes au sein d'une société, en fait. Juste de les recadrer en tant qu'humains dans la société des humains. Quand tu dis les grands, mais personne ne dit les grands. On ne dit pas oh regardez un grand pour dire quelqu'un qui a une taille qui est, on va dire, normale avec plein de guillemets parce qu'il n'y a pas de normalité pour un adulte voilà qui ne serait pas atteint de nanisme. On ne dit jamais les grands. Donc du coup, dire les nains, c'est bien évidemment les exclure de la société des gens. Mais c'est comme globalement le fait de dire, même si, bon, moi c'est un mot que j'utilise encore beaucoup, mais le fait de dire handicapé, effectivement, et pas personne en situation de handicap, bien évidemment que ça exclut. Bien évidemment que ça exclut de la société. Ça ne rend pas plus visible, mais au moins ça n'exclut pas. Ça replace dans la société. Et, et en fait, là, à nouveau, ça n'a rien à voir. Quand il dit parfois on fait juste, parfois pas, c'est comme ça. Effectivement, des fois on peut se tromper, des fois on peut dire les choses un peu vite. On n'est pas toujours en train de contrôler tout ce qu'on dit, ça c'est une certitude. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a dit avant. Avant, il dit je n'utiliserai que ce mot-là de toute façon. Je garde le mot. Je n'y vois ou n'y mets une quelconque opprobre. Donc il n'y a pas de parfois on fait juste, parfois pas, c'est comme ça. Il y a juste, moi j'ai décidé que c'était juste, donc du coup je n'écoute pas ce que tu as à me dire. C'est très étrange qu'il ait ce point de vue. Ce truc, je ne sais pas, c'est très étrange comme point de vue. Ça part dans tous les sens, mais genre vraiment dans tous les sens, quoi. Avec en plus, juste finalement, cette famille-là, qui est réellement une communauté en train de vivre, encore parce qu'il pose en tant que troupe là, mais bon voilà. Et après tous les autres, alors il y a Peter Dinklage, mais qui est dans son rôle dans tous les cas de Tyrion, donc du coup à nouveau on a un personnage, des personnages, des dessins. Vraiment, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Le gigantisme au sens maladie génétique existe aussi, sauf que c'est plus rare. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, enfin voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, alors il y a à nouveau un truc raciste, je suppose. Ah, de la grossophobie. Yes. C'est fou. C'est si triste parce qu'il réfléchit parfois bien, mais il arrive à une conclusion de merde à chaque fois. Mais je sais pas si il arrive à une conclusion de merde ou si juste il a déjà en tête sa conclusion de merde et il cherche juste à faire des réflexions les plus ouvertes possibles pour arriver quand même à justifier cette conclusion de merde. Je pense que c'est dans l'autre sens en fait que ça se fait. À mon avis, il a déjà la conclusion avant d'avoir le reste. Je pense. Hein. Non, mais du coup, lui, il a une barbe, ça veut dire que c'est un nain, non, puisque c'est juste une question d'apparence physique. Mais je ne sais. Mais
Le gigantisme au sens maladie génétique, oui, pardon, je l'ai déjà vu. Finalement, il fait tout un blog juste pour annoncer qu'il ne changera pas. Ben oui. Bah oui. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est fou, ce blog, effectivement, c'est fou. Bon, alors, Valérie Trierweiler, du coup. Quand terme choisi, cela est dit. La grossophobie s'étale hors de la bouche de la délicate, la délicieuse, la tendre Valérie. Elle n'a pas encore digéré sa disgrâce. C'est très anecdotique, mais bien dans l'air du temps. Ce n'est pas que de la grossophobie, il y a de la mochophobie, la nanophobie et la... Ah, mais encore la nanophobie et la calvitiophobie. Mais la Valoche n'en a cure. Elle étale sa privauté et ses détestations aux yeux de tous. Elle plonge tête la première, si elle a une tête, dans la boue de l'exclusion. L'exclusion au faciès, et elle semble jouir de sa sortie bien vacharde et excessive. Mais là, du coup, la grossophobie, c'est plus bien. Je sais pas. Je sais. Parce que là, il a l'air de défendre. Mais je pense que c'est parce que c'est une personnalité féminine. Je sais pas. Il est perturbant. Oui, il est surprenant. Il est surprenant, c'est ça. Plus que perturbant, finalement, il est très surprenant. La cible est bien sûr son ex, l'homme au casque de moto, l'Apollon nommé François Hollande. Fanfreland. Cela s'est passé aux grosses têtes. Les chroniqueuses parlaient de son nouveau partenaire amoureux, un rugbyman séduisant qui attise les désirs féminins. Ah, les désirs féminins sont attisés par les rugbyman séduisants. Oh la vache. L'une d'elles a fait une allusion voilée à François Hollande, supposé moins dangereux en matière de séduction. Valérie Trierweiler répond du tac au tac. Tu prends un petit gros moche chauve, tu le fais piquer quand même. Waouh, la classe comme d'hab, sûr que se faire plaquer par un mec aussi moche alors qu'on a fait des efforts pour coucher, c'est dur pour sa propre estime. Non mais c'est de la haine pure en fait. C'est juste de la haine sur Valérie Trierweiler. Je ne sais pas. Mais qu'allait donc faire Valérie, ce vif piment, avec le fromage blanc Fanfreland? Pourquoi a-t-elle pris ce mec, ce petit gros moche et chauve, s'il était si repoussant qu'aujourd'hui elle en vomit son souvenir? Était-elle intéressée par son statut plus que par sa personne? A-t-elle couché pour la gloire? Attendez, je ne dis pas qu'elle a tort. Quelle femme voudrait d'un petit gros moche et chauve? Bien sûr, cela ne concerne que le physique. Or, l'homme n'est pas qu'un corps, pas un objet. Il est aussi une personne. Mais voilà, les qualités intellectuelles ou morales ne suscitent pas forcément la libido. D'ailleurs, en sens inverse, quel homme voudrait d'une grosse, trop grande, difforme et boutonneuse? Personne, à moins que ça paie. En fait, je pense qu'il jauge mal le second degré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis que c'est peut-être ça. Peut-être qu'il jauge mal le second... Peut-être que tout cela n'est qu'un genre de trait d'humour qui est peut-être un peu trop obscur et on ne comprend pas. Peut-être. Un homme disant cela serait immédiatement mis en procès par les réseaux et par quelques résidus de presse, mais pas elle. Contraire à la doxa actuelle, les propos de Valoche sont méchants, pas bienveillants, pas inclusifs, c'est sa nature, mais cela me fait plutôt marrer. C'est la réalité des gens, c'est ce qu'ils pensent quand ils ne font pas semblant d'être des bisounours bien pensants. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Alors attends. Du coup, c'est méchant, c'est pas bienveillant, c'est pas inclusif, mais ça lui fait plutôt marrer, mais au début, il l'insultait quand même. Mais finalement, ça le fait marrer. Il dit pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Mais ça le fait marrer. Et la bien-pensance. Et Valoche, bien évidemment. Hein. Valoche. Bah oui. Il l'a trompé avec une actrice plus jeune et donc plus belle, mais lui, ça va, c'est pas de l'agisme, je sais plus. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais plus non plus, là. Je sais pas vraiment... Peut-être, oui, je pense qu'il y a un essai d'être cynique aussi, qui fait que ça brouille les pistes. C'est très 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 dommage qu'on puisse pas écouter ces chansons. J'ai vraiment trop peur de que ce soit vraiment sous le coup de droit d'auteur et... Ah, il a oublié le cas inclusif, peut-être que c'est venu qu'après. Ah, les hommes battus. Ah, et Coming Out, qu'on a vu en plus, du coup, parfait. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il essaie réellement d'être très cynique, effectivement, et qu'il fait quelque chose, du coup, qui est assez confus, où on a du mal à savoir exactement ce qu'il pense, et ça part vraiment dans tous les sens. On sent que c'est pas très argumenté, quoi, comme... voilà. Bon. Donc, des coups dans l'ascenseur. Aujourd'hui encore, la majorité des gens ne croient pas à la... Est-ce que des coups dans l'ascenseur, c'est pour... C'était qui? C'était Beyoncé
Non, la sœur de Beyoncé. C'était Solange Knowles qui avait frappé le mari de Beyoncé. C'est pas ça? Bah, attendez, on va voir, on va voir. L'article sur Coming Out, c'est transphobe fois 1 milliard par contre. Ok, donc on mettra bien des gros trigger warning transphobie. Non mais c'est pas possible quand une féministe ose dire qu'une femme n'est pas qu'un corps, hein, hashtag #noltomen, où vous exagérez, il y a pire dans la vie, mais dès qu'on touche aux symptômes, alors là c'est la guerre mondiale. Mais je ne sais pas. C'est pour ça que je pense pas du coup que ça le choque. Je sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui encore, la majorité des gens ne croient pas à la réalité des hommes battus. Et ça, c'est mal. Ça, on est bien d'accord que c'est mal. Bien évidemment qu'il y a des hommes battus. C'est impossible à leurs yeux. Il n'y en a que pour les femmes. Attention, médiatisation, financement faramineux, culture victimaire valorisante. Et rien pour les hommes. Culture victimaire valorisante? À quel moment? À quel moment est-ce que c'est la culture victimaire peut être valorisante? À quel moment on peut mettre ces trois mots ensemble, culture victimaire valorisante? Ça n'a jamais été valorisant d'être une victime. Enfin, dès qu'un jeune gars veut en insulter un autre, ou un plus ancien d'ailleurs, il le traite de victime. C'est pas valorisant d'être une victime. À aucun moment. À aucun moment. Et à quel moment aussi est-ce que les hommes sont jaloux du fait qu'il y ait de la violence conjugale majoritairement envers les femmes? Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et rien pour les hommes, mais je ne comprends pas. Vraiment. J'ai du mal à voir où se situe. En fait, il y a juste une énorme haine, énormément d'incompréhension, je pense, et de tristesse et d'impression de solitude, réellement. Je pense. Et c'est triste, vraiment, pour lui. Enfin, je suis très triste pour lui, mais c'est compliqué à lire, quoi, parce que ça part vraiment dans tous les sens. C'est presque gênant d'en parler. Après, c'est une certitude que les violences envers les hommes au sein d'un couple sont extrêmement minimisées par énormément de personnes. Déjà parce que, certes, c'est un beaucoup plus petit nombre, et du coup, on les voit moins. Mais en plus de ça, parce que la culture de la masculinité toxique fait que, justement, pour un homme, c'est extrêmement dévalorisant d'être une victime, mais pour une femme aussi, hein, je vous rassure, c'est extrêmement dévalorisant d'être une victime. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de gloire à être une victime, d'autant plus dans une société patriarcale dans laquelle les hommes n'ont pas le droit de se plaindre, n'ont pas à avoir mal, n'ont pas à avoir de sentiments profonds, n'ont pas à être troublés, à être détruits par quelque chose. Donc, forcément, il y a un espèce de tabou autour justement de la notion de victime quand elle est appliquée à un homme, parce que ça va à l'encontre de la masculinité telle qu'elle a été construite par un État patriarcal. Mais je veux dire, justement, la culture victimaire n'est valorisante pour personne, mais genre pour personne. Enfin, c'est fou. C'est fou. Oui, mais une allitération en V sur 2 mots, c'est de la grande littérature, Elsa, on s'en fout du sens. Non mais c'est vrai, ça par contre c'est vrai. Alors, ayant été particulièrement concerné par le cas des violences conjugales envers les hommes, je sais déjà ce qu'il va dire dans son article. Tout son pamphlet va n'être qu'une instrumentalisation des hommes battus pour prétendre que les féministes, et les femmes en général, sont des monstres qui tentent d'invisibiliser les violences faites aux hommes, et ce alors même qu'en temps normal et hors de ce contexte, il est le premier à se foutre complètement de la dite violence. Mais voilà, c'est ça. J'ose espérer que lui, il se bat contre cette violence-là, du coup, au quotidien, s'il trouve que vraiment les gens n'en parlent pas assez. Enfin, vraiment, j'ose espérer pour lui, parce que c'est pas... Enfin... Il y a énormément de gens qui parlent de la violence conjugale, en fait. Et les féministes, en se battant contre cette espèce de masculinité toxique qui emprisonne les hommes dans ces rôles d'hommes forts et puissants, et où ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont pas le droit d'avoir mal, ils n'ont pas le droit d'avoir peur, ils n'ont pas le droit d'avoir eu peur, ils n'ont pas le droit d'avoir été victimes d'une femme, notamment, c'est impossible. Et dans ce contexte-là, effectivement, ces hommes-là sont complètement invisibilisés, leurs douleurs sont invisibilisées et ils s'invisibilisent eux-mêmes aussi parce qu'ils ont honte. Et du coup, bien évidemment que le féminisme qui se bat contre la masculinité toxique se bat contre ça aussi. C'est fou, quoi. Non, ils pensent qu'être une femme, c'est pouvoir être une victime volontairement et s'en servir. C'est tout à fait ça, Emmanuel. C'est tout à fait ça, en fait. C'est ça, je pense, pour lui, la culture victimaire valorisante. Mon conjoint a décidé de parler de la déco de la cuisine à 22h20, donc je continuerai en replay. Eh bien, écoute, parle bien déco, c'est Sébi. 30%. Les hommes, on s'en fiche. La propagande est aujourd'hui telle qu'il faut un réel effort de recherche pour établir un petit bout de vérité. Le ministère de la désinformation féministe. Oui, parce qu'on a ça.
Alors après, il est suisse, hein, peut-être qu'ils ont ça, hein. Mais nous, en tout cas, on l'a, ouais, le ministère de la désinformation féministe. Et puissant, relayé par la plupart des médias au nom d'une supposée oppression millénaire organisée. Ouais, ouais, ouais. Alors on dit que les femmes, elles ont eu le droit de vote que hyper récemment, qu'elles pouvaient pas avoir un compte en banque et qu'elles étaient considérées comme les inférieures de l'homme. Mais preuve, excusez-moi, source. Mm, mm. Mm, mm, mm. Personne ne l'a dit. Personne. Donc d'une supposée oppression millénaire organisée sciemment par les hommes pour réduire les femmes à l'état de bouillie intellecto-émotionnel. Ah, j'aurais mis intellectuello-émotionnel, mais intellecto-émotionnel, je pense que ça doit marcher aussi. Un homme ne peut donc pas être battu. Le vieux stéréotype, abondamment repris par les Gorgones, fait de l'homme élément fort physiquement et donc impossible à battre. Mais tout à fait, et c'est pour ça que les féministes se battent aussi contre la masculinité toxique. Les assauts féministes admettent environ 2% d'hommes parmi les victimes, histoire de ne pas devoir partager le pactole des subventions avec ces mecs, mais... Est-ce que tu sais combien est-ce que les associations touchent niveau subvention? Je- En fait, est-ce qu'ils s'imaginent que dès qu'une nana se fait tabasser par son mari, elle se dit ouf, le pactole, je vais rester un max pour vraiment toucher toute la moula que je vais pouvoir me faire grâce aux subventions qui vont tomber de l'État dans les associations. Alors certaines restent trop longtemps et meurent, hein, malheureusement, mais c'est parce qu'elles ont été trop... quelque part, est-ce qu'elles n'ont pas été un peu trop gourmandes? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu trop voulu ce pactole, la moula, hein, le pactole des subventions? Non mais, mais on est où là? Vraiment. Je crois qu'ils voient vraiment le féminisme comme une secte qui veut dominer le monde alors qu'on veut juste la justice, donc ils restent dans leurs préjugés, alors qu'ils auraient tout à y gagner de mieux se renseigner sur ce combat. Bah après, alors je ne sais pas. Euh, je ne sais pas exactement la façon dont il voit le féminisme exactement, mais c'est sûr qu'il y a un vrai fond de... c'est une secte, et les femmes dedans sont organisées, et elles font ça pour le contrôle du monde, effectivement, peut-être, en tout cas la thune, c'est sûr, quoi. C'est 5 euros la chiffre, mais c'est ça, mais enfin c'est fou. C'est fou quand on sait la violence, quand on sait enfin, la dangerosité. On a fait quand même un live la dernière fois sur les violences conjugales, entre autres, pendant notre live euh, de revue de presse. Et quand on sait à quel point peu de femmes s'en sortent, quand on sait à quel point il n'y a parfois aucun moyen pour que ces femmes s'en sortent, c'est-à-dire qu'elles ont droit soit à l'angoisse permanente, soit à la mort, quand on lit des choses comme ça, en mode ah bah oui, eh ben bien évidemment, on parle pas des hommes battus, mais ça c'est pour garder le pactole des subventions. Mais quoi? Mais d'où elle le touche le pactole des subventions quand on voit le nombre qui meurent sous les coups de leurs conjoints? Enfin, ah mais bien sûr, c'est pour toucher la fameuse assurance coup de poing dans ta gueule. Mais c'est ça. Enfin, et on utiliserait tout ce flou du féminisme pour réellement aider les hommes victimes de violences. Mais je suppose, je, je, je suis perdue. Je suis vraiment perdue dans ces arguments, quoi. La réalité est, de la Suisse aux USA, environ 30% de victimes hommes selon les enquêtes. Alors la source, pour le coup, est jusqu'à 50% au Canada. Donc ça, on ne sait pas d'où ça vient. Mais je vous encourage à faire les recherches, hein, peut-être. Hein, je ne remets pas en cause, je ne sais pas. Je ne connais pas les chiffres ni du Canada, ni de la Suisse aux USA. Est-ce que ça veut dire que de façon mondiale, la population mondiale, il y a 30% de victimes de violences conjugales hommes? C'est ça? Si quelqu'un peut vérifier sur la population mondiale, si on a des sources, je ne sais pas. Les civistes font du dénigrement, de la maltraitance psychologique, de la violence verbale aux coups, aux objets jetés sur le conjoint, aux fausses accusations de violence ou de viol. Voilà, ça c'est important, hein, les fausses accusations de violence ou de viol, et parfois jusqu'au meurtre, même si ce dernier crime, le crime conjugal, est encore majoritairement masculin. Oui, bah c'est la violence conjugale, quoi. C'est ce que vivent les femmes, les hommes aussi, effectivement, qui sont en proie à un conjoint ou à une conjointe violente ou violent. Bah oui, mais vraiment je ne comprends pas d'où ça vient.
Je crois que c'est 10 ou 12% en France. Ben voilà, enfin, en France, les femmes violentes par pure méchanceté sur leur conjoint homme au point de les tuer, on les compte sur les doigts d'une main chaque année. Après, un conjoint tué sous les coups de sa conjointe, voilà, un homme qui se retrouve dans une situation de violence conjugale, qui en souffre et qui en meurt, c'est déjà un homme de trop, même s'il n'y en a qu'un par an. On est bien d'accord avec ça. Hein. Mais le fait d'opposer ça violemment, aussi violemment, à la violence conjugale qui touche les femmes, parce que l'indécence, je suppose, je comprends pas en fait, je comprends pas le principe. On n'est pas obligé de diminuer le fait que les violences conjugales arrivent majoritairement aux femmes pour se pencher sur les violences conjugales qui touchent les hommes. C'est fou. Oui, tu sais, la violence conjugale pour la thune, c'est un peu le même truc que les accusations de viol pour la célébrité, tu sais. C'est un peu la même. Alors à quoi ressemble un homme battu, cet objet d'omerta dont on ne veut décidément pas parler, cet épouvantail qui terrorise secrètement les états-majors des Brigades Roses? C'est nous les Brigades Roses? Oh. Ou est-ce que c'est un autre truc? Tu n'es pas seule à n'y rien comprendre, Elsa, tu n'es pas seule. Bah oui, mais c'est... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais qu'ils mettent toute cette énergie dans l'aide aux victimes masculines, mon Dieu. Mais c'est ça! On en a une idée avec la publication du livre de Maxime Gagé, Ma compagne, mon bourreau, que j'ai présenté ici. En voici un autre, Steve Picard. Il a raconté son histoire sur Énergie dans l'émission de Morandini Crime et faits divers. Il a publié un livre, 23 années de souffrance, disponible en format papier ou Kindle. Son interview est un peu longue, en fin de billet, les 5 premières minutes suffisent à comprendre. En résumé, cet homme assez solitaire trouve femme et se marie. Dès la naissance de leur fille, son épouse devient violente avec lui. Coups, crachats, humiliations diverses, étranglements, compression des testicules, attaque à l'arme blanche même devant les enfants, tromperie. Oui, ben de la violence conjugale, quoi. Encore une fois, de la violence conjugale, ce n'est acceptable par personne. Quel que soit le genre, quelle que soit l'orientation sexuelle, ce n'est jamais, jamais acceptable. Voilà. Enfin, ça, c'est ce que vivent aussi énormément de femmes. Et voilà. Et dans tous les cas, l'un ne diminue pas l'autre. Je veux dire, toutes ces situations-là sont affreuses. C'est tout. Mais surtout qu'en diminuant la violence de la violence conjugale pour les femmes, il diminue 10 fois plus celle subie par les hommes et rend encore plus dur de prendre la parole pour eux. Mais oui, c'est ça, en fait. Mais si, voyons, il faut être toujours plus, toujours premier. Un jour, il a failli mourir, la gorge enfoncée, pendu par une laisse à un appareil de musculation. Il sait que c'est sa femme, même s'il a perdu partiellement la mémoire. Steve, garçon plutôt timide et soumis, n'a jamais porté plainte. Mais voilà, regarde... Hop. Par exemple, tu dis « Oh, bah alors, comment ça se fait que les hommes, ils sont toujours invisibilisés, gna 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 ?» Voilà, à partir du moment où tu présentes la seule victime de violence conjugale, tu la présentes en mode garçon plutôt timide et soumis. Enfin, on sait bien quel sens revêtent ces mots dans la bouche d'un masculin. Un homme timide et soumis, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit valorisant ou qui soit juste descriptif pour lui, quoi. Mais, bon. N'a jamais porté plainte malgré les sévices graves dont il était victime. Mais tout le monde était au courant. Un tribunal a été saisi malgré lui et a condamné son épouse à 6 mois de prison. Donc il a eu quand même plutôt un dénouement qui est très minime pour quelqu'un qui a tenté qui a fait une tentative d'assassinat, on est bien d'accord, mais un dénouement qui est plus que énormément de femmes dans le même cas. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas le droit à un procès que pour autant, lui, il n'aurait pas droit à un procès. Hein. Voilà, on est bien d'accord avec ça. Après, il ne faut pas confondre mascu et virilis. Les mascus sont très dans la caricature. Les femmes ont déjà le pouvoir, nous sommes sous leur joug, ce qui n'est pas le cas des virilistes. Et lui, c'est un mascu. C'est vrai, Frégia, tu fais bien de le préciser. Mais pourquoi ne s'est-il pas défendu? Parce que c'est comme ça, les hommes n'aiment pas frapper leurs femmes, même pour se défendre. Ah bon? Tous les hommes alors? Not all men? Les autres, elles se tapent elles-mêmes. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, si tu es tellement ouvert, etc., pourquoi résumer tout à ça, en fait? Tu sais très bien que sur un article qui va mettre en relation et en comparaison la violence conjugale faite aux hommes ou faite aux femmes, le fait de dire les hommes n'aiment pas frapper leurs femmes même pour se défendre, tu sais très bien comment ça va être pris quand tu écris ça. Bien évidemment que l'écrasante majorité des hommes, et voilà,
je l'espère de tout mon cœur, n'aiment pas frapper leurs femmes, même pour se défendre. On ne devrait frapper personne. Enfin, je veux dire, personne ne devrait aimer frapper personne. On est bien d'accord avec ça. Mais le fait de mettre cette phrase-là, comme ça, dans un article sur la violence conjugale... Et pourquoi est-il resté? Un manque de confiance en lui et d'auto-estime, peut-être aussi une forme d'amour, à la fois en un changement de sa compagne et la crainte de se retrouver seul. Oui, c'est vraiment les mécanismes de la violence conjugale. En fait, j'ose espérer qu'à la fin, il va dire que du coup, c'est la même chose et que tout doit être traité pareil. Parce que vraiment, s'il dit que ça, c'est pire, c'est juste il s'est jamais penché sur la violence conjugale envers les femmes, qui est la même, en fait. Mais on est bien d'accord que ni homme ni femme ne devraient se retrouver dans cette position-là. Je suis perplexe, très perplexe face à ces arguments-là, parce que bon, le petit point not all men, et surtout attaquer les violences conjugales faites aux femmes pour défendre son point de vue. Mais oui, c'est pour ça, c'est très étrange. C'était pas ici qu'on avait vu une vidéo où lu les propos d'un type d'une émission de télé-réalité dans une baignoire qui avait été étranglée, une meuf, et qui avait pour seule réponse, bon, elle l'a cherché. Je sais plus où est-ce qu'on l'avait vu, mais effectivement, on avait vu ça dans un live... ça devait être un live revue de presse, je pense. Quand on écoute les hommes qui ont commis des violences domestiques, ils disent qu'ils n'ont pas aimé frapper leurs femmes ou leurs enfants, mais qu'ils y ont été amenés. Ben oui, bien sûr, il y a toujours une bonne excuse, quoi. Il a fallu 14 ans de ce régime et la tentative de meurtre pour qu'un jour enfin il se réveille, comme il dit. Pourtant, l'épouse a encore trouvé l'audace de déposer plainte contre lui pour violence, une affaire incroyable. Heureusement, alors ça arrive aussi dans l'autre cas. Hein. Il y a quand il y a eu, par exemple, de la légitime défense, il y a énormément d'époux qui portent également plainte au même moment, sous conseil de leur avocat très souvent, hein, pour violence aussi, ce qui fait que les deux affaires s'annulent un peu, et voilà. À voir encore une fois, ou à écouter plutôt, l'excellent podcast sur les hommes violents qu'ont fait Arte, et sur la violence conjugale globalement. Alors, le podcast sur les femmes violentes, pardon, qu'a fait Arte, et le podcast sur les violences conjugales qu'a fait France... Les Pieds sur Terre, en gros, voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à re-regarder ou à re-écouter ça. C'est vraiment très très intéressant. Heureusement, Steve avait des témoins des violences, sans quoi il serait peut-être mort aujourd'hui ou condamné à la place de sa femme. La justice suit trop facilement le stéréotype de l'homme violent et de la femme victime sans aller au fond des choses. Mais c'est fou de dire ça pour défendre un homme qui a été victime de violences conjugales. Enfin, ce qu'il faut cibler, c'est la violence conjugale, là. Non ? Et effectivement, le peu de moyens qui est mis en place, le peu de suivi par la suite, effectivement, ça fait qu'il y a des humains qui meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur conjointe. C'est quand même grave. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Enfin, dans ce domaine, les fausses accusations ne sont pas rares. Une vidéo australienne montre une femme qui se donne des coups à elle-même dans un ascenseur. Ah non, donc c'était pas Beyoncé. Avant d'accuser son conjoint de violence. Elle n'avait pas prévu que l'ascenseur disposait d'une vidéosurveillance. Le juge a abandonné toute charge contre l'époux. Mais c'est fou, ça, à chaque fois, de donner un exemple qui est extrêmement minoritaire, sinon, croyez-moi, on en entendrait parler, genre, partout, tout le temps, de donner un exemple extrêmement minoritaire pour dire « Ah, vous voyez, il y en a plein, hein. Plein des fausses accusations. Alors moi, ça me fait doucement rigoler, la violence conjugale contre les femmes, etc. C'est quand même très étrange. Encore une fois, si c'est pas ça qu'il a voulu dire, c'est très très étrange d'avoir mis ça en opposition dans ce genre d'argumentaire-là. Il faut montrer cela à Macron, Schiappa, aux brigades roses féministes. Oui, c'est nous les brigades roses. Et aux journaux télévisés, mais pas sûr que cela suffise comme contrepoison. L'épidémie de sexisme misandre bat son plein comme jamais dans l'histoire. Mais d'où il est le sexisme misandre là ? Sur les conjoints et les conjointes violents ou violentes, où il est le sexisme misandre, en fait? Il n'y a pas de sexisme misandre. C'est ainsi. Pourtant, la violence conjugale, celle faite aux hommes comme aux femmes, devrait être un sujet régalien et non partisan, non genré. C'est raté. Les gorgones. C'est trop drôle, les gorgones. Ont infecté le système et polluent la société. Oh, la peste rose. Oh là là. Ils nous donnent tellement des bons noms. Les gorgones, je trouve que c'est trop trop classe. Mais vraiment, les gorgones, j'adore. Et alors la peste rose, la peste rose triomphe. C'est fou, c'est fou. Ah mais je l'avais vue, je crois, cette vidéo.
Il me semble que je l'avais vu. Misogynie, misandrie, il y a 2 sexismes. Mais ça dit donc. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est fou, en fait. C'est fou autant de violence envers une seule personne, finalement. Envers... je pense que bon, la plus grande violence, c'est celle envers les victimes, globalement, quel que soit leur genre, là, dans cet article. Parce que il sous-estime tout et tout le monde, en fait. Il méprise tout et tout le monde. C'est très... Oui, ouais, il y a une violence folle, mais je suppose que c'est la répercussion de la violence qu'il ressent lui, hein, vraiment. Pourquoi j'ai le sentiment qu'il dit quelque chose en lui donnant le sens contraire? Bah parce qu'il n'a pas l'air d'avoir de respect pour les victimes hommes non plus, enfin, respect pour personne, quoi, vraiment. Le genre de mec qui va justifier son point de vue de droite par le réel. C'est ça, le fameux réel. Peste Rose, on dirait un nom de groupe de métal queercore, c'est clair, Peste Rose. Franchement, ouais. Vraiment. Je m'en étouffe du coup. Alors écoutez, on va regarder, on va lire l'article sur Coming Out. Euh, je vais aller fermer ma porte puisque mon chat a décidé de rentrer. Ah non, Geoffrey a réussi à être là à temps. Salut la calvitie de JP13. Mais oui, donc là, trigger warning, gros trigger warning transphobie, c'est ça? Donc voilà. Gros trigger warning transphobie. Ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que je suis. Arte diffusé hier Coming Out. Ce documentaire réalisé par Denis Parot est constitué de séquences vidéo reprises d'internet où des filles et des garçons annoncent leur homosexualité. Je trouve la parole télévisuelle de moins en moins intéressante en général. On parle au présent comme si la chose dont on parle se déroulait maintenant. Ah, il parle pas de la parole télévisuelle, là, il parle du... Oui, il doit parler du documentaire. Cela introduit un léger suspense, mais au prix de phrases tarabiscotées et de tons peu naturels. Ah, j'ai pas trouvé qu'il y avait des phrases tarabiscotées et du ton peu naturel. Je sais pas, Bon. On répond à des questions souvent orientées dans lesquelles la réponse est déjà contenue, ou bien le témoignage est fragile comme un œuf tant les mots doivent contenir les injonctions morales du moment. C'est-à-dire, est-ce que le témoignage lui semble fragile parce que les personnes qui font leur coming out doivent... Est-ce que pour lui, elles doivent placer certains mots en mode la dictature woke, etc. Ou est-ce qu'il pense que le témoignage est fragile parce que les personnes qui font leur coming out doivent essayer de jongler aussi avec les injonctions morales de la société dans laquelle elles vivent. Je sais pas. Je ne sais pas. De nombreuses émissions, de nombreuses paroles télévisuelles sont devenues insignifiantes. Pourquoi il reparle de ça ? Mais je suis d'accord. Elle débite un discours prépensé, sans risque, où les bons et les méchants sont catalogués dans des schémas simplistes. Oui, ça a toujours un peu été. Je suis pas certaine que ce soit un truc de la génération de maintenant. Hein. Non, pour l'instant, il généralise les documentaires télé ? Tu penses que tout ça, c'est sur les documentaires télé ? Ah. Merci, Emmanuel. Soit je suis très fatiguée, mais je pense que c'est moi qui suis très fatiguée. Je pense que c'est ça. Hein. J'ai l'impression d'avoir mangé trop de mon chéri et d'être bourré à la liqueur de cerise en écoutant les articles de ce monsieur en colère. Non mais ça se trouve, c'est moi qui les lis mal. Vous voyez ? Même les émissions de faits divers deviennent un spectacle télé avec les émotions de rigueur, les tons misérables calculés au millimètre, l'odeur de victimes sprayée à grands coups de questions bateaux. La télé objectise ses proies. J'aurais dit objectise, vous voyez comme quoi ? Objectifie, même objectise, pour moi ça n'existe pas. Objectifie. Après, peut-être que c'est un mot suisse que je connais pas. Une mère a perdu son fils, on peut presque écrire son texte avant qu'elle ne parle, et son émotion est soit boostée pour faire pleurer, soit insignifiante par le conformisme émotionnel et langagier stérile. Les moments d'émotion ou de paroles authentiques, non formatés, sont rares. Effectivement. Effectivement, c'est ça, oui, oui. Alors là, j'aurais compris, à partir de là, que du coup, il parlait du documentaire globalement. Ouais. Alors, j'ai été touchée par Coming Out. Donc ça, c'est plutôt bien. Je n'ai pas tout vu. Ah, j'ai pris en route et cela finissait trop tard pour moi. Bon. De plus, cette collection de témoignages devenait fastidieuse à mes yeux. Oui, bah oui.
Tous les gays, ils se ressemblent tous. Mais les témoignages que j'ai vus et entendus m'ont touché par l'authenticité de leurs paroles. On voit en direct la difficulté à avouer son attraction pour le même sexe. On comprend la souffrance de nombre d'ados dans cette situation inconfortable et parfois dramatique. Bon, déjà, c'est plutôt bien. L'homosexualité dérange depuis toujours. Elle dérange les hétéros et cela se comprend. Bah non. Et tac, ça dégénère. À partir de maintenant, ça dégénère. Pourquoi ça se comprend ? Il n'est ni anormal ni homophobe de questionner cette orientation. Mais si questionner une orientation sexuelle, pourquoi tu te questionnes de cette orientation sexuelle ? Est-ce que tu te questionnes toi ? Genre, est-ce que je suis vraiment hétéro ou est-ce que je suis autre chose ? Ou, dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas homophobe. Mais est-ce que questionner l'orientation en mode alors l'homosexualité, est-ce que c'est pas un petit peu quand même amoral et anormal ? Oui, là on l'a perdu. On l'a perdu là. Pourquoi est-on attiré par le même sexe ? Eh bien ça, mes petits potes, j'aimerais vous y voir. Ah, pardon, hein, je bois. Répondez à ça, s'il vous plaît. Pourquoi est-on attiré par le même sexe ? Mais n'en a pas honte, Wolverwitch. N'aie pas honte. Et pourquoi pas ? Bah voilà. Pourquoi pas ? Voilà, bah oui, bon. Donc, pourquoi est-on attiré par le même sexe ? Oui. Très bonne réponse, Emmanuel Bézia. Ou on est attiré par le même sexe pour satisfaire Satan. Vraiment, vous avez des très bonnes réponses, je vous le dis. Il y a probablement des raisons inconscientes et des problématiques individuelles. Mais pas seulement. Il reste cette étrange attraction, étrange en comparaison de l'hétérosexualité, qui demeure la norme, la référence, par sa capacité naturelle à procréer, et donc à reproduire l'espèce, et par le nombre. Donc là, là vraiment, là, on est dans des stratosphères qui sont un peu loin de moi, je vous l'avoue. Donc là, je commence à moins comprendre ce qui se passe. Donc, il trouve que cette attraction-là est étrange, en comparaison avec l'hétérosexualité, qui demeure la norme, qui lui semble être la norme, la référence. Mais c'est étrange qu'il ait été touché, du coup, alors qu'il fait partie du problème, du coup, en disant « Bah oui, mais l'hétérosexualité, je suis désolée, mais c'est la norme. Hein. » Donc, du coup, bien évidemment qu'il faut des coming out, parce que vous êtes un peu anormal, quand même. Anormal. Le mot anormal. Par sa capacité naturelle à procréer et donc à reproduire l'espèce et par le nombre. La statistique plaide en faveur des hétéros, ce qui favorise le sentiment d'être une référence. C'est ainsi. Il aime bien dire c'est ainsi, c'est comme ça, ou vraiment, on l'a lu plusieurs fois dans des fins de paragraphes, dans des fins d'articles même des fois. Voilà. Les gens aiment en majorité les pommes, je préfère les oranges, je suis étrange. Ces réflexions, une fois encore, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Quand il écrit ses articles, il est en train de faire du skate sur des routes gelées, il prend toutes les plaques de verglas et bam, il a dérapé, être hétéro c'est la norme et les féminazis et l'écriture inclusive. Bah oui, c'est étrange en fait. Faudrait faire un commentaire de ces articles, genre commentaire sportif, une bonne lancée de l'auteur et attendez, on dirait bien qu'on se dirige droit dans le mur. Une action décevante, mais non surprenante de notre auteur, bah oui. Parce que voir des personnes queer qui souffrent à cause des gens comme lui, ça le rassure dans ses privilèges. Mais probablement... Après, c'est étrange parce que là-dessus, alors la statistique, bon, on n'en sait rien là-dessus, mais il pourrait dire que l'impression, effectivement, statistique d'être plus nombreux, d'être la norme, plaide en faveur des hétéros, ce qui favorise le sentiment d'être une référence. Ça, après, pourquoi pas ? Effectivement, ça favorise le sentiment d'être une référence, mais sauf que là, après, normalement, il faudrait remettre en question le truc en disant, alors qu'en définitive, combien de personnes sont réellement hétéros ? Combien de personnes se sont réellement questionnées sur leur sexualité ? Est-ce que être hétéro, c'est réellement une norme ? Ou est-ce que on est juste dans une société qui a obligé à choisir très fortement et qui a très fortement poussé vers un des deux choix qui étaient les seuls choix possibles pendant très longtemps, parce que effectivement, il y avait le côté, non, un papa, une maman, on ment pas aux enfants. mais voilà,
à partir de là, en fait, c'est là où commence la réflexion. Effectivement, ça favorise le sentiment d'être une référence, le fait d'avoir l'impression d'être en plus grand nombre. Mais je veux dire, là, c'est maintenant qu'il faut commencer la réflexion. Là, j'ai l'impression qu'il passe sur les trans, donc je vois bien que ça va dériver n'importe comment, mais Elsa, je pense que tu devrais dire avant chaque live comme celui-ci, il faut éloigner les objets tranchants avant qu'on commence, parce qu'on va dire des conneries aujourd'hui. Mais peut-être. On est vraiment en mode philo sur ces articles. Ah, écoute, Faeria, hein, j'essaie, d'accord? J'essaie de comprendre. Bon, ah, parfait, hein, bien évidemment. Oui, on choisit cette photo-là. Ça semble évident. Je trouve que ça sent un peu le type qui essaie de justifier son homophobie internalisée en se cachant bien profond dans son placard. Ne reproduisez pas ces lectures chez vous, ceci est fait par une professionnelle. Je vais dire ça, vraiment. Non, mais on cherche vraiment à le comprendre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Dans Coming Out, on est loin des banalités et des clichés sur les personnes homosexuelles. Alors les clichés et les banalités, bref, et passons. Ce sont de vraies personnes vibrantes, parce que ça c'est une fausse personne. Vous voyez? Ça c'est plein de clichés sur les homosexuels. Regarde, il est beaucoup trop nu, il est en slip, il a un drapeau. Donc ça c'est une fausse personne. Mais là, ce sont de vraies personnes vibrantes avec leur... Alors peut-être que cet homme-là aurait pu faire partie de ce documentaire-là, et il aurait pu peut-être avoir aussi raconté comment s'est fait son coming out. Mais pas forcément, parce que c'est une fausse personne. Ce sont donc de vraies personnes, vibrantes avec leurs doutes, leurs espoirs, et une parole que la difficulté de leur situation rend plus authentique. Ce qui est très appréciable. Le docu, du moins ce que j'en ai vu, est exemple d'idéologie, de revendication, de discours politique LGBT, de culpabilisation. C'est fou qu'ils se sentent autant culpabilisés par tout et tout le monde, quoi. Moi, je trouve ça dingue. Et très révélateur, finalement. Et après, dire que c'est exemple d'idéologie et de revendication, il a clairement, mais clairement pas vu le passage du mec, du russe qui joue du violon, là, et qui explique pourquoi est-ce que c'est important de faire un coming out. Enfin, je veux dire, c'est central, c'est quand même ultra central dans le documentaire, ce moment-là où il dit que le coming out, tu le fais pas pour te faire rejeter par ta famille, tu prends pas autant de risques en gros pour rien, tu le fais pour sauver d'autres personnes LGBT en leur disant que c'est possible et qu'il faut relever la tête et qu'il y a eu un espoir et qu'ils sont pas seuls. Quand même là, au niveau discours politique LGBT et au niveau culpabilisation, s'il part par là, sur le côté culpabilisons les homophobes de nous tuer, c'est quand même énorme. Donc c'est fou, je pense qu'il a presque rien vu à mon avis du documentaire, quoi. Je pense, hein. Ce sont juste de jeunes personnes qui parlent d'elles. J'ai coupé au moment d'une séquence sur un jeune trans, car c'est autre chose. Ah. Alors, est-ce qu'il sait que LGBT, le T, c'est... Je ne sais pas. J'imagine qu'il parle de fausses personnes pour dire personne en représentation. Je trouve pas ça choquant. Tiens, par exemple, les ch'tis et Ibiza, c'est pas des vraies personnes, ce sont des acteurs devant des caméras. Oui, effectivement, tu as raison, Josh. Je pense effectivement qu'il parle de fausses personnes là-dessus. Mais en mettant cette photo-là, c'est assez flagrant, effectivement. C'est pour dire, quand il y a trop de clichés qui sont amoncelés, ça donne une impression de fausses personnes, etc. Sauf que, encore une fois, catégoriser les gens en fausses personnes ou vraies personnes, ça donne une bonne excuse pour en détester certaines aussi et se dire, mais oui, mais je suis pas homophobe. Moi, je trouve que c'est vraiment très forte, ce truc de vraie personne, fausse personne. Comme je le disais tout à l'heure, cette fausse personne a dû, à un moment ou à un autre, probablement faire un coming out et vivre des choses, traverser des choses qui sont des choses de vraies personnes dans sa catégorisation à lui, quoi. Donc, je trouve que c'est simple, en fait, de détester certains en se disant, mais ça, c'est les fausses personnes. Moi, je déteste ces faussetés-là. Et par contre, les vraies personnes, il n'y a pas de souci, je les accepte. Donc, attention, hein, la transphobie à fond, je pense. J'ai coupé au moment d'une séquence sur un jeune trans, car c'est autre chose. Les trans ne revendiquent d'ailleurs pas forcément une homosexualité, mais prétendent être nés dans le mauvais corps. Prétendent, parfait. Bon, mauvais corps, tout ça. Je suis désolée pour vous. Je ne reviens pas sur ce débat déjà traité ici. On ne va pas cliquer là-dessus, hein. Voilà. Le documentaire valide d'ailleurs cette distinction. Autre point primordial, l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec l'identité de genre. Denis Parot intègre ainsi à l'ensemble plusieurs coming-out trans, des garçons nés dans des corps de filles qui revendiquent leur appartenance à un genre, masculin en l'occurrence, et non une attirance érotique pour tel ou tel sexe.
Bon, passons, mais effectivement, l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec l'identité de genre. Après, j'ai lu plusieurs fois des adelphes trans dire que il fallait arrêter de dire que c'était des garçons nés dans des corps de filles ou des garçons nés dans le mauvais corps, etc. Voilà, donc hein, je laisse les concernés parler de ça. En tout cas, gardons en tête que l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec l'identité de genre, ça, on est bien d'accord. Exister de façon aussi visible que les cis hétéros, c'est pas être moins des personnes qu'elle eux, en fait. Ça dépend ce qu'il entend par fausse personne, vu qu'il parle de documentaire, j'espère qu'il pense à des acteurs ou des gens qui forcent le trait, mais bon, comme on n'est pas dans sa tête, on peut pas être sûr. Et comme tu dis, Josh, c'est ça, en fait. Au moins, il a pas l'air de mégenrer pour l'instant, je prends le peu qu'il y a. Je sais pas, parce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une femme trans dedans, ou est-ce qu'il y a qu'un homme trans? Peut-être. Peut-être qu'il mégenre pas. Ouais, c'est assigné homme à la naissance ou assigné femme à la naissance. Oui, voilà. Voilà, voilà. Ça m'a fait penser à ta vidéo sur Monica Bellucci. Ouais, pas des fausses femmes, celles qui ont des seins. Ouais, non, pas celle-là. Par contre, une petite séquence devrait nous faire réfléchir. Ah, même les parents les mieux intentionnés se laissent déborder par des idées et des réponses inadéquates. La mère d'un ado qui confie être gay lui dit « Si c'est ce que tu veux », il répond « Ce n'est pas ce que je veux, mais ce que je suis ». Pourquoi est-ce qu'il met entre guillemets là? Ça, il n'y a pas de parole dans le documentaire, donc c'est lui qui dit là, il faut juste mettre ça entre guillemets. La mère veut faire copine sans évoquer ce qui pourrait la troubler. Elle ne montre aucun chemin de pensée. Cette tolérance de principe n'est peut-être que du déni ou de l'évitement de ses propres sentiments en accord avec le politiquement correct. Comment une telle annonce peut être résumée par ce presque cynique si c'est ce que tu veux? La réponse du garçon, ce n'est pas ce que je veux mais ce que je suis, me dit que l'homosexualité reste un mystère. Mais pourquoi un mystère, puisqu'un homosexuel te dit ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que je suis? Est-ce que l'hétérosexualité reste un mystère quand tu dis je suis hétérosexuel? L'hétérosexualité, l'homosexualité, quand quelqu'un te dit je suis homosexuel ou je suis hétérosexuel, enfin, il n'y a pas de mystère. Pourquoi est-ce que ça renforce le mystère pour lui? Mais une autre question est également posée. Et vous, quand avez-vous choisi d'être hétérosexuel? J'ai choisi, et je choisis tous les jours, même sans y penser, d'être hétérosexuel. Ah, on a peut-être une piste. J'ai parfois de la peine à comprendre quand on me dit qu'il n'y a pas le choix. Nos comportements ne sont-ils pas toujours en partie un choix? Et pourquoi les militants états-uniens incitent-ils les hétéros à devenir gender fluide? Donc à essayer autre chose. N'est-ce pas un choix? Alors gender fluide, c'est pas essayer autre chose dans son orientation sexuelle. Hein. C'est... Ouh là là, là il y a un gros hockey boomer qui arrive normalement. Parce que non, gender fluide, du coup, c'est pas avoir un genre fixe. Donc on peut effectivement essayer autre chose en se disant tiens, est-ce que je me genrerais plutôt au masculin, au féminin, ou genre, ou est-ce que je me genrerais en rien aujourd'hui? C'est une possibilité, mais ce n'est pas essayer autre chose en termes d'orientation sexuelle. Mais alors par contre, le fait qu'il ait l'impression de choisir tous les jours d'être hétérosexuel, est-ce que tu es bien sûr d'être hétérosexuel du coup? Vraiment, je me demande. Je me demande. Parce que par contre, qu'on incite les gens à se poser des questionnements sur une orientation sexuelle qui leur a toujours semblé parfaitement évidente alors que finalement elle ne l'est pas tant que ça je veux bien le croire. Et effectivement, c'est quelque chose que moi, personnellement, en tout cas, je trouve intéressant. Toutefois, le fait de se dire je fais le choix tous les jours d'être hétérosexuel, je pense qu'il y a un peu de flou dans votre orientation sexuelle, mon bon ami. Parce qu'on ne fait pas le choix. Normalement, on n'est pas du tout attiré par les hommes ou pas du tout attiré par les femmes. On peut ne pas du tout être attiré par un genre, un autre, peu importe. Mais c'est quelque chose qui ne se choisit pas. C'est une tac. Hop, ça vient quoi, tout seul. Voilà. Je pense qu'il y a nombre de personnes LGBT dans les pays dans lesquels c'est impossible de l'être sans être en danger, je pense, et en danger genre mortel, je pense que nombre de ces personnes là-bas ne se disent pas juste « Oh, flemme d'être hétéro, j'ai plutôt choisir d'être gay et d'être chassé en permanence. Parce que c'est ma passion. » Enfin, personne ne fait ça. Bon, il semble qu'ici les avis divergent, effectivement.
Je ne sais... Ouh là là, dites donc. Ça fait peur, ça, comme livre. Je ne sais comment j'évoluerai sur le sujet, mais je pense que je n'irai pas jusqu'à considérer toutes les orientations sexuelles comme d'égale valeur pour la société. Oui, bah parce que finalement. La reproduction naturelle fait la différence. La biologie... Ah, point biologie, j'espère que vous l'avez mis dans votre bingo. L'économie reproductive... Qu'est-ce que tu entends par économie reproductive? Reste des marqueurs majeurs. La mise en cause des hétéros par les LGBT et de l'hétérophobie. Yes. L'hétérophobie. Hétérophobie et androphobie ou misandrie, c'est ce que fait par exemple l'élue lesbienne parisienne Alice Coffin quand elle déclare « Ne pas avoir de mari, ça m'expose à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. » Alors ce n'est pas de l'hétérophobie. On peut, à la limite taxer ça de misandrie en mode je ne veux rien avoir à faire avec les hommes parce qu'ils sont tous violents. Ça peut être taxé de misandre. Le texte, globalement, de toute façon, a une orientation, une portée qui ne peut pas être résumée en une seule phrase. Le ton de ce texte-là, de toute façon, est résolument troublant et fait pour impacter. Ça, c'est une certitude. On peut le qualifier de misandre, je pense, dans certains aspects, sur certains points. Mais ce n'est pas hétérophobe. Le fait est que au niveau des chiffres, ça l'expose beaucoup moins à être violée, tuée ou tabassée de ne pas avoir de mari. Par son mari. Hein, parce que voilà, sinon le reste... Mais voilà. Et pour tout ce qui est, effectivement, je vois que vous y faites allusion, pour tout ce qui est la reproduction naturelle, spéciale dédicace à toutes les personnes qui ont eu besoin... Des petits couplets hétéros, qui ont choisi d'être hétéros tout bien, qui ont tout fait tout bien, hein, et qui ont besoin d'une PMA ou d'une GPA, qui ont besoin d'avoir des compléments pour pallier à leur propre manque sur certains points naturels. Vraiment spécial dédicace à eux. Vraiment. J'ai plus de voix, donc on va finir après ça, je vous le dis. C'est une psychose. Oh non, je ne vais pas lire le billet de Pierre Béguin. Par contre, je ne fais pas de distinction au niveau des individus. Et grâce à ce documentaire, j'ai un peu mieux compris le déchirement ou le malaise que vit une jeune personne homosexuelle dans un monde qui ne lui ressemble pas tout à fait. Eh ben écoutez, je pense qu'on va finir sur cette bonne parole. Parce que franchement, c'est déjà pas si mal. En vrai. C'est déjà pas si mal. Voilà. Au moins... il s'est dit que ça l'avait fait comprendre un peu mieux ce que certaines personnes vivaient. Franchement, voilà, pourquoi pas, hein, voilà, c'est bon, c'est déjà ça, voilà. Alors, du coup, je vais vous remettre une ou deux fois le lien vers la chaîne YouTube, du coup, qui vient de se créer. Donc, je vous le rappelle à toutes les personnes qui sont là. À la base de cette chaîne Twitch, il y a une chaîne YouTube sur laquelle, du coup, je fais des vidéos sur bien des sujets de société, de la vulgarisation historique, etc. Et de la vulgarisation littéraire également. Mais du coup, pour revoir les lives, nous avons également créé une chaîne secondaire sur lesquelles tous les lives depuis le début de la création de cette chaîne Twitch vont être mis. Entre autres parce qu'on ne voulait pas mélanger tous les lives entre eux. Donc, ce live-là sera disponible soit tout de suite pour les personnes qui nous aident sur Tipeee ou qui sont abonnés sur Twitch, soit dans une semaine pour les personnes qui ne sont pas abonnées ou qui ne sont pas sur Tipeee. Mais dans tous les cas, ce sera disponible. Voilà, on les remet tous, on va remettre toutes les rediffusions au fur et à mesure. Pour l'instant, sur la chaîne, il y a déjà les rediffusions d'anciens lives qu'on a déjà fait. Mais voilà, du coup, si vous avez loupé le début de ce live, eh bien, rendez-vous sur cette chaîne-là que je vous repartage à nouveau. Oui, il faudrait une commande spéciale, effectivement. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce live et sur le blog de ce monsieur? C'est assez fou. Moi, je trouve que c'est assez fou, ce blog, parce que il est revendiqué comme étant un blog de quelqu'un qui s'est dit antiféministe parce qu'il a réfléchi. Et ce qu'on trouve, moi, je pense vraiment qu'il y avait ce côté un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a
une idée de base qui lui sert de conclusion et que là-dessus il essaie de broder un raisonnement qui va pouvoir satisfaire cette idée de base. Je suis bien évidemment pas très convaincue, comme vous vous en doutez, mais je serais curieuse d'entendre ses chansons en fait. J'aimerais bien savoir quelle est la revendication artistique qu'il y a derrière tout ça. Mais qu'est-ce qu'on voit dedans de ce blog-là? Qu'est-ce qu'on en retire surtout? Eh bien, on en retire énormément de colère et de violence qu'il semble avoir lui. Je pense que vraiment, c'est là où on voit qu'il y a vraiment une violence contre les féministes notamment, les féministes dans le sens large, alors qu'encore une fois, on sait qu'il y a ô combien de féminismes différents. Il y a eu vraiment une colère qui se concentre autour des femmes notamment, et autour des femmes qui parlent et qui parlent politique, et voilà. Oui, une vraie colère, une vraie angoisse, et je trouve qu'elle est palpable. Et c'est cette angoisse-là et cette colère-là qui nourrit finalement, je pense, les personnes qui vont lire ce blog et qui vont se sentir concernées par ce qui se passe. C'est vraiment le fait de partager sa colère et de nourrir les colères entre elles. Et comme toute colère, elle est un peu inarticulée, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des points forts qu'on retrouve et qu'on avait dans le bingo, quasiment on les avait tous au début. Et pour articuler ces points forts-là, on essaie de faire rentrer des réflexions plus ou moins sourcées, etc. Sauf que, effectivement, là, enfin moi en tout cas dans les articles qu'on a lus, ça avait l'air assez confus et assez inarticulé, on ne sait pas toujours où est-ce qu'il veut en venir. Après, c'est le principe des blogs aussi, d'avoir des billets d'humeur. Mais bon, là on y a passé beaucoup de temps ensemble, je suis pas sûre que je pourrais y repasser autant de temps que ça, quoi. Quand même, quel ego il faut avoir pour aller dire à une personne qui te parle de discrimination auquel elle fait face, quand t'exagères, quand c'est une réalité que tu ne vis pas, ça me sidère. Il s'agit même pas de comprendre pourquoi c'est si dur, si grave de juste admettre qu'on ne sait pas. C'est une très bonne question, Margot. C'est un ado. Oui, il y a un côté un peu adolescent, effectivement, dans le côté partage de colère et essai de réflexion autour de cette colère-là. Moi, j'ai un truc à dire sur le blog de ce monsieur, n'y allez pas. Oui, c'est un peu... C'est vraiment... Oui, c'est incohérent. J'aime bien le côté lunaire du antiféministe nuancé. Mais oui, c'est ça, c'est fou. Parce qu'à la fois, il se présente en antiféministe nuancé et en même temps, il traite les féministes de dinde, de gorgone... de peste rose, etc. Donc c'est ça qui est fou en fait. C'est vrai que c'est assez lunaire. Écoutez ces chansons et venez en discuter sur le Discord. Oui, 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 bien évidemment. Venez en discuter sur le Discord. Ça part dans tous les sens sauf le bon. Mais oui, c'est ça. Bah, comme la colère en fait, globalement. Hein, les trucs qui sont nés de la colère, souvent, ils partent dans tous les sens sauf le bon. Elsa psychologie de comptoir. Vraiment, n'hésitez pas. Le pire, c'est que clairement, ils ne vont qu'alimenter leurs croyances fausses en se regroupant dans ces blogs. Bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, voilà, je vous repartage du coup le lien vers la chaîne de Replay. N'hésitez pas du coup effectivement à aller sur le Discord. Alors je vois Tandoori que tu t'y sens un peu perdu sur le Discord. Sachez que celui-là est quand même organisé de façon très 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 simple en vrai. Et qu'il suffit de se laisser guider un peu par les instructions qu'il y a au tout début. Au cas où, n'hésitez pas à demander de l'aide à des modos qui sont un peu là pour ça aussi et qui se feront un plaisir de vous éclairer. N'est-ce pas les modos? Je parle complètement à votre nom, je suis désolée. Merci dans tous les cas d'avoir été avec nous. Est-ce que je peux pas lancer un raid quelque part? Il y a Lily Cross Stitch qui est en train de faire quelque chose. Eh bien écoutez, est-ce que vous voulez aller voir Lily Cross Stitch par exemple? Je te conseille le jeu The Fall Trilogy, Elsa, une trilogie de jeux point and click, c'est ton truc. Si pour le prochain live tu veux faire un truc léger, je sais pas, c'est pas ouf, mais j'essaie de proposer du positif comme je le peux. Bah, écoute, pourquoi pas, je prends. De toute façon, oui, de toute façon, on va commencer à jouer. Alors je pense que pour l'été, justement, on va alterner les lives un peu rudes potentiellement, et aussi juste les lives jeux vidéo. Donc voilà, on va se trouver un jeu qu'on va faire du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'on va pas se faire un Fable? Est-ce qu'on va pas se faire un Mass Effect? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va se faire un truc comme ça, histoire qu'on passe un été tranquille. Bon, eh bien écoutez, je ne sais pas de quoi parle Lily Cross Stitch, vraiment. Mais au cas où, je vois, pas je bois. Ah oui, Lord. Oui, Fable, hein, voilà. Écoutez, oui, allons vers Lily Cross Stitch. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, mais il me semble que si je l'ai là actuellement
en suggestion, c'est parce que vous aviez dû me la suggérer. Donc, tac. Écoutez, merci pour tout, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Et eh bien, passez une bonne soirée, rejoignez les gens sur le Discord, sur la chaîne YouTube. Et voilà. Merci, merci d'être là. À bientôt. Bonne nuit.